Salut, ici Emeline au micro de l'anecdote du dimanche, le podcast qui rend les gens ordinaires extraordinaires. La semaine, je prête ma plume aux entrepreneurs pour les aider à communiquer sur le web. Et le dimanche, je mets en lumière des personnalités inspirantes qui nous entourent. Mais pas celles que vous voyez à la télé, non, celles de la vraie vie. Lors de ce rendez-vous dominical mensuel, je recevrai des profils de tout âge et de tout horizon. Ils me partageront de chouettes anecdotes, des moments marquants qui ont changé le cours de leur vie, des événements desquels ils ont dû se relever et surtout, les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Votre fleuriste a peut-être un parcours inspirant qui pourrait changer votre vision de la vie, mais sans lui parler, vous ne le saurez jamais. Vous l'aurez compris, le but de ce podcast, c'est de reconnecter les gens entre eux en leur prouvant qu'on s'enrichit bien plus aux côtés des siens qu'en restant sur son téléphone. Et avant de démarrer les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles avec un petit commentaire sur Spotify et Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient particulièrement à cœur. Merci d'avance et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, le tout premier de cette nouvelle saison 2024. Aujourd'hui, je reçois Romain, un jeune trentenaire atteint de polyarthrite rhumatoïde depuis presque 10 ans. Dans ce podcast, on abordera la douleur au quotidien, la résilience, comment le sport et une hygiène de vie irréprochable lui permettent de diminuer le développement de la maladie. Et il nous présentera cette maladie qui fait souffrir de nombreuses personnes en France sans qu'on le sache. Salut Romain. Salut Méline. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, merci. Merci de me recevoir ici au Pulpo. Avec grand plaisir. Pour ceux qui connaissent. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs de la façon dont tu le souhaites ? Oui, alors bonjour à tous. Je m'appelle Romain, j'ai 28 ans et pas 30. J'ai arrondi. Oui. Comme ça, on est dans la même... Oui, t'as bien raison. Donc je suis atteint d'une maladie qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie invisible aux yeux de tous, que j'ai depuis 2016. Et à l'heure actuelle, je suis gérant de société. Ok. À quoi ça ressemble du coup le quotidien d'une personne atteinte de cette maladie ? Alors le quotidien, ça peut être différent pour tout le monde aujourd'hui pour la polyarthrite, mais aujourd'hui c'est surtout des douleurs la nuit. Aujourd'hui on vit avec des douleurs principalement la nuit ou en fin de journée. Après chacun doit s'adapter comme il le souhaite avec cette maladie-là parce que beaucoup de gens vont rester à rien faire chez eux parce qu'ils souffrent trop, ou d'autres vont choisir comme moi d'être beaucoup plus actifs pour éviter à penser à la douleur. Car aujourd'hui, les douleurs sont là, présentes toute la journée, malgré des traitements ou autres. Ok. Et est-ce que tu peux présenter du coup ce que c'est avec tes mots ? Parce qu'on Oui, n'est pas oui, médecin, bien sûr, on n'est pas médecin. Et on n'est pas rhumatologue. Donc, mais pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas... La polyarthrite. Donc la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie inflammatoire qui attaque et ronge principalement les articulations du corps. Ça peut être toutes les articulations du corps, donc les doigts, les pieds, les hanches, les épaules, ça peut être vraiment partout. Les premiers symptômes sont souvent des déformations d'articulations, gonflement des articulations et raideur au niveau des articulations. Ok. Et ça peut être focalisé sur une articulation, par exemple le genou ou le coude, oui, ou bien c'est sûr. Vraiment toutes les articulations. Alors, dès qu'on est atteint de la maladie ? Dès que c'est la polyarthrite, ça va être plusieurs. Plusieurs, donc ça va être plusieurs. Oui, Sinon après c'est la spondylarthrite, qui est une autre maladie qui attaque principalement la colonne vertébrale surtout. D'accord. Mais sinon polyarthrite ça va être obligatoirement, je pense, après je suis pas médecin, mais je pense que normalement poly, donc ce sera plusieurs articulations. D'accord. Dans mon cas c'est plusieurs en tout cas. Ok. J'ai vu en faisant quelques recherches qu'il y avait 3 causes. Oui. Il y a une cause liée au système immunitaire, une cause inflammatoire et une cause chronique avec des crises. Oui. Toi, c'est quelle Moi, quand on m'a diagnostiqué au début, c'était l'inflammatoire. Ok. Et après, on a vite vu que ça rassemblait un mélange des trois, car j'avais pas de défense immunitaire, j'avais très peu de défense immunitaire, pardon, et chronique parce que ça revient tout le temps avec des grosses crises qui sont venues pendant plusieurs années. Au début, on savait pas d'où ça venait exactement parce que j'ai eu des premières douleurs régulièrement, même quand j'étais petit, j'avais régulièrement des entorses, des douleurs aux articulations, mais au début, on pense que c'est juste normal, on va dire. Et après, on a vite vu que c'était une polyarthrite. On a diagnostiqué ça au bout de 1 an et demi de recherche. Ok. Et pour décrire la douleur, ça ressemble à une douleur que tu peux comparer à quelque chose d'autre ou c'est vraiment Non, particulier ? c'est une douleur vraiment spécifique. Même la décrire, ce serait compliqué parce que on a les articulations qui sont très raides. On a du mal. Par exemple, moi, j'ai du mal à tendre mes doigts. Très régulièrement, le matin, j'ai les mains qui sont fermées, j'arrive pas à les ouvrir. Par exemple, quand on est en pleine crise, c'est un gonflement au niveau de l'articulation est brûlante, elle est chaude. On a du mal à plier le genou, par exemple, si c'est le genou. Et non, c'est quelque chose où on peut vraiment pas décrire la douleur parce que aux yeux de tout le monde, personne va voir qu'on a mal. Ouais.
Oui, Sauf c'est si ça, vraiment ça se voit à sa tête, sauf si vraiment on est en pleine souffrance et qu'on le démontre. Et moi je suis quelqu'un qui démontre pas du tout mes douleurs. Donc ce serait compliqué de dire exactement ça ressemble à quoi d'autre comme douleur. Mais vraiment c'est comme si peut-être l'articulation, vous cassez quelque chose et au quotidien elle est cassée. Ouais, ok. Et du coup, tu disais que tu avais des douleurs surtout le matin, que tu avais du mal à plier les genoux, les doigts. Ouais. Est-ce que tu as des étirements spécifiques? Comment ça se passe du coup le matin En fait le matin déjà pour réveiller ton corps? Ouais voilà, le matin en fait il y a toujours un réveil, pas dire musculaire parce que c'est plutôt articulaire, mais un réveil que j'ai, c'est une certaine routine, mais vraiment classique dans le lit à s'étirer, malheureusement à se craquer toutes les articulations parce que tout craque. S'étirer le dos, j'ai un rouleau chez moi que je me mets, je m'allonge dessus pour faire craquer toute la colonne parce que je suis vraiment en fait comprimé. La nuit on est comprimé avec cette maladie là, comme on est au repos, les articulations se relâchent mais elles ont le temps de se, on va dire, rétracter. Et donc après il y a une certaine raideur le matin et il faut absolument s'étirer parce que moi je sais que le matin des fois, il y a des matins où ça va être très rapide, je vais mettre 5-10 minutes à me réveiller parce que j'ai plutôt pas trop mal dormi, mais si des fois j'ai dormi que 2 heures à intervalle à cause des crises, le matin je vais peut-être mettre 1 heure quasiment à me lever du lit quoi. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses qui accentuent les crises, par exemple au niveau de l'alimentation? Le stress. Le stress, ouais. La principale chose c'est le stress. Moi je suis très sujet au stress. Alors ça se voit pas parce que je suis quelqu'un en fait qui réfléchit tout le temps. Et donc le cerveau ne dort jamais. Club. Ouais, merci. Mais le stress c'est la principale cause souvent des maladies articulaires. Okay. Le stress, moi de ce qu'on m'a dit. C'est pour ça que moi j'ai une polyarthrite rhumatoïde psoriasique, donc parce que j'ai beaucoup de psoriasis dans les cheveux, sous les yeux. Et le problème c'est que c'est ça, c'est le stress. Moi je sais que quand je suis en période de stress, quelques semaines plus tard je vais faire une crise. D'accord. Je vais faire une crise, ça va être accentué. Après l'alimentation je sais pas trop, parce que je suis quelqu'un qui fait énormément attention à ce que je mange quand même. Je vais pas dire non plus que je fais 0 écart, ce serait mentir, mais je sais que moi quand je mange très gras je vais avoir les jambes très lourdes. Je vais pas bien me sentir, je vais avoir les jambes très lourdes. Mais sinon après normalement non, moi je sais que c'est moi mon facteur à moi en tout cas c'est le stress. Okay. Dès que je suis stressé c'est un enfer. Toi tu fumes pas, non? Non, je fume pas. Ouais, parce que j'avais cru voir fumer. Que oui. Le tabac c'est tabou. Ouais, exactement. J'avais vu que le tabac accentuait justement les crises. Alors moi je vais prendre l'exemple de mon papa qui est malade aussi. Qui a plusieurs maladies et récemment on lui a diagnostiqué aussi la polyarthrite il y a quelques temps et il a dû arrêter de fumer à cause de ça parce que déjà il avait des problèmes pulmonaires aussi, mais on lui a dit que ça pouvait accentuer exactement les crises. Donc je pense que oui, ça doit être comme beaucoup de choses, l'alcool aussi, parce que déjà nos traitements attaquent le foie. Donc la cigarette, on sait très bien que ça attaque les poumons et le foie, et l'alcool pareil, ça attaque le foie. Donc je pense que c'est des choses qu'il faut principalement éviter. Moi je sais que par exemple l'alcool, bon j'aime pas ça, mais je ne bois pas parce qu'avec mes traitements je peux pas. Okay. Le mélange va c'est être... pas par rapport à ton hygiène de vie dont non, bon après déjà plus, voilà exactement. Donc déjà j'aime pas l'alcool, donc j'en bois pas, mais avec la maladie c'est quelque chose où je sais que je bois vraiment jamais. Si je bois un verre, voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Du coup tu disais que ça avait été diagnostiqué en 2016. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de diagnostic? Est-ce que c'était comme Cécile et l'endométriose de l'épisode 2, c'était un peu compliqué à diagnostiquer, ou est-ce que c'est quand même connu donc, En fait, nous, ça a été compliqué parce que déjà, moi, j'étais pas du tout du milieu, parce que alors, je suis du milieu de la restauration. J'étais pompier dans une usine. Et en fait, le gros problème, c'est que j'avais énormément de douleurs, mais je me refusais d'aller chez le médecin parce que j'avais peur qu'il y avait quelque chose de grave, du fait après d'arrêter mon travail. Et donc on a mis quasiment 1 an et demi à trouver. Je faisais déjà énormément de sport, moins qu'à l'heure actuelle, mais je faisais déjà du sport et en fait le problème, j'avais tout le temps des douleurs. Tout le temps des douleurs à chaque mouvement, à chaque répétition, j'avais des douleurs et le gros problème c'est qu'au début j'avais juste l'articulation du doigt de pied de mon 3e orteil qui était déformée. Okay. Je vais à l'hôpital de Poissy, on me dit on a passé une radio, vous avez l'orteil cassé. Donc moi bêtement j'écoute. Mais je me dis c'est bizarre, j'ai pas cogné, j'ai rien fait. Et bizarrement je demande de voir la radio, je l'ai jamais vue. Bon après voilà, je vais pas critiquer les hôpitaux, vous avez beaucoup de travail, voilà, respect à vous, force. Mais bon je me dis c'est bizarre, on me donne un traitement, ça fait rien, voilà. Mon père après me dit oh t'es une chochotte, t'as l'orteil qui est déboîté, je vais te le remettre en place. Il tire dessus fort, ça fait rien, ça me fait hyper mal.
Et après, on a cherché comme ça, sauf qu'après j'ai eu le doigt de pied, j'ai eu les genoux qui ont commencé à gonfler, la colonne vertébrale qui a commencé aussi à avoir une inflammation entre deux vertèbres. J'avais énormément mal au dos, je pouvais plus m'allonger quasiment, je dormais que sur le côté. J'étais pompier, donc dans mes Rangers, j'avais les doigts de pied qui étaient en train de gonfler, c'était un enfer. Et on a essayé plein de choses. On pensait que c'était des crises de gouttes. Mes crises de gouttes, c'est souvent lié à l'alcool. Je buvais pas, donc on comprenait pas beaucoup. Donc ouais, on a Ça existe encore, la goutte ? Ouais, la crise de goutte, ouais, ça existe encore. Je pensais que c'était vraiment sur les bateaux en 1800, quoi. Où on va couper l'orteil après. Avec le scorbut, tu vois. Je pense que ça existe encore. J'en ai déjà entendu parler, donc moi, on m'a fait des tests par rapport à ça. Moi, j'avais pas ça. Mais aujourd'hui, on a mis quasiment un peu plus d'1 an à trouver ce que c'était. Après, pour les médecins, ça a été rapide. Ça a été rapide parce qu'on a pris à temps, parce qu'aujourd'hui, grâce à eux et grâce à Dieu, je suis encore debout sur mes 4 pattes, on va dire. Parce que sinon, j'aurais pu terminer en béquille ou en fauteuil. Beaucoup de gens qui m'ont vu au début de ma maladie, j'étais en béquille régulièrement. Si ça avait pas été pris à temps. Ouais, voilà, exactement. Ouais, parce que j'ai eu le temps. On s'est surtout inquiété quand j'ai eu les genoux qui ont commencé à gonfler, à être brûlants, à être rouges. Là, les médecins, ils ont accéléré la chose et ils ont trouvé. Parce que si les genoux commençaient à se déformer, là, c'est sûr que j'étais en fauteuil. Ok. T'avais quel âge du coup à ce moment-là ? J'avais 20 ans. Du coup, comment t'as vécu tout ça ? Ça a été quoi ta réaction en voyant la maladie se développer, en ayant ce diagnostic ? Au début, moi, j'ai eu du mal à prendre conscience. C'est un peu comme un décès où t'as du mal à prendre conscience de quelque chose. Et en fait, moi, j'ai juste vu mes espoirs de travail, parce que c'était plutôt des rêves. Moi, c'était pas un travail, pour moi, c'était un rêve. Voilà, j'étais pompier dans une usine, j'ai été pompier volontaire. J'étais en train de passer mes concours pour entrer dans la police. J'avais réussi, j'allais faire les tests sportifs. Et en fait, on trouve à ce moment-là toute cette maladie. Sauf que on peut pas allier ce genre de travail avec cette maladie-là. Donc ça a été très très dur pour moi d'en prendre conscience. Et j'en ai mis du temps. Et après, ça a été une descente aux enfers pendant 2 ans. Pendant 2 ans où ça a été très très dur pour moi de me relever. J'ai été en arrêt maladie de décembre 2016 à 2018, mai 2018, j'ai été en arrêt maladie. Ok. Donc quasiment plus d'un an et demi. Parce que les douleurs étaient trop vives et il fallait trouver un traitement surtout qui puisse canaliser mes crises. Et c'est là où ça a été plus long que de découvrir la maladie pour moi. Ça a été trouver le bon traitement. Parce qu'on a commencé par des traitements classiques mais qui faisaient pas effet et ça a été très compliqué, ouais. Ok. Ouais, donc là t'as 20 ans. Ton rêve de rentrer dans la police. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Ça a été surtout ça, parce que je venais de prendre mon indépendance, je venais de partir de chez mes parents. Donc après, c'est pour ça que même avec les médecins, j'ai vu rhumatologue, psychiatre, psychologue, j'ai vu un tas de médecins, parce qu'après, tous les ans, nous, quand on est malade et qu'on n'a pas de défense immunitaire, on est obligé de voir tous les médecins, pneumologues et tout. Je le fais pas chaque année, parce que sinon, je m'en sors jamais avec le travail. Mais ça a été un enfer de... Tu vois, en fait, tu vois ta vie totalement changer. Ouais. Tu bascules dans un truc qui n'était pas prévu. Je m'étais fixé une certaine ligne de conduite à me dire, voilà, je serai policier, je ferai toute ma vie dans carrière de policier, dans le service de sécurité, entre guillemets. Et au final, tu es obligé de tout revoir tes plans. Ça change aussi une vie. J'étais en couple où ça a été très compliqué pour l'autre personne à l'époque d'accepter cela, parce que c'est spécial, c'est un changement de vie total. Et moi, je l'ai vu avec mes parents. Mon père est tombé malade, ma mère a dû l'accepter. Mon père lui avait dit soit tu prends tes valises maintenant, soit tu restes avec moi à mes côtés. Et j'ai fait un peu la même avec mon ex-copine, et ça a été très compliqué. Et tu vois ta vie vraiment totalement changer. Ouais. Oui, puis c'est l'âge où tu te construis en plus. Donc, ouais, exactement. Tu vois, t'as 20 ans. Moi, c'était... je venais de sortir de l'école, ça faisait 3 ans que je bossais vraiment en tant que pompier. Et là, tu te dis, demain, les médecins ils disent, il faut arrêter, il faut trouver quelque chose d'autre. Reconversion professionnelle qui n'était pas du tout prévue. Tu tombes dans une dépression, et puis voilà, quoi. Et du coup, au terme de ces 2 ans d'arrêt maladie, comment ça se passe le retour à la vraie vie ? C'est grâce à un traitement ? En fait, ce qui s'est passé, c'est entre décembre 2016 et mars ou mai 2018, je sais plus exactement. Ça a été des traitements au début. Donc on a commencé par un premier traitement en injection toutes les semaines, qui a commencé à faire ses effets. Donc au début c'était du 20 mg, on baisse un petit peu, 15 mg. On se dit ça commence à faire effet. Sauf que ça a été un médicament très très nocif pour le foie. Donc j'ai commencé à faire des grosses crises de foie, à vomir tous les soirs du sang. Donc à se remettre encore en question, à dire moi j'ai beaucoup de pudeur, je parle pas de mes problèmes, donc je ne dis même pas aux médecins que je vomis du sang, parce que je me dis sinon je vais jamais en sortir. Je vais devoir trouver un nouveau traitement, recommencer dans des thérapies. Ouais, j'ai tout gardé pour moi.
Sauf que c'était plus possible à la fin, je vomissais, je commençais à perdre beaucoup de poids. Donc on a rechangé de traitement, on a fait un changement qui s'appelle l'Humira aujourd'hui, qui est une biothérapie. Ok. Donc on faisait les deux en même temps, mais à des milligrammes très faibles pour éviter que ça touche le foie. Sauf que la biothérapie enlève les défenses immunitaires, c'est un peu pour montrer aux gens, c'est un peu comme la chimiothérapie. Ok. Ça en fait, ça enlève toutes les défenses immunitaires Ouais, donc pendant... t'es hyper affaibli. Ouais, voilà, hyper affaibli, sauf que à ce moment-là, j'ai perdu 12 kilos en 8 semaines, à vomir tous les jours, à aller à la selle tous les jours, mais vraiment en mode vidange, quoi. Donc j'étais dans une période où je me suis dit, je vais jamais m'en sortir, je vais jamais remonter la pente. Après, j'étais avec donc, ma copine de l'époque, qui me dit en gros, on n'a pas les mêmes objectifs de vie maintenant, donc on va se séparer, parce que toi, t'es un peu... Entre guillemets, c'est pas ça. T'es foutu, t'es mort dans le game. Ouais, t'es bon à la poubelle, quoi, mon gars. T'es en train de vomir tous les jours aux toilettes, tu boites. J'avais une béquille, j'avais une canne des fois pour me déplacer. Ouais, elle s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ce gars-là, tu vois. Après, c'est le problème à 20 ans, à moins, ouais, voilà, à exactement. moins d'être sûr que c'est la personne. Exactement, elle avait 2 ans de moins que moi, elle était plus jeune, voilà, il y avait une ça. certaine maturité à avoir. Et aujourd'hui, je pense qu'à ce moment-là, elle s'est dit, bon, moi je vais faire quoi? Je vais me retrouver avec quelqu'un qui va se terminer en fauteuil roulant et tout. Ça a été une période très compliquée. Là, je suis parti vraiment en dépression à ce moment-là parce qu'on ne me propose aucune reconversion professionnelle au sein des pompiers. On me dit, non, monsieur Junier, il faut partir. On va vous faire un reclassement professionnel, mais ailleurs. Ouais. Au début, on me dit, vous voulez être agent de sécurité à une barrière, assis à appuyer sur un bouton open, open, fermé, Ouais. open, fermé. Merci, Non, mais non, merci. non, voilà, c'est ça exactement. Ouais, j'ai mis 2 ans à me relever. Je suis parti en totale dépression en octobre 2017 à penser à faire le pire et à essayer de faire le pire. J'ai fait une tentative de suicide. Donc pendant une semaine, j'ai été enfermé en hôpital sur décision de mes parents et des médecins parce que je m'étais ouvert tout l'avant-bras. Donc, parce qu'en fait, le problème, c'est que certains vont se dire, ouais, juste pour ça. Mais en fait, c'est quand tu vois ta vie totalement basculer. À 20 ans surtout. Tu as l'impression que ta vie est déjà foutue alors que tu la commences. Voilà, exactement. On se dit à 20 ans, on me dit tu dois quitter ton travail que t'aimes, tes rêves sont finis, ta copine te lâche. T'es dans un mood où tu dis mais je vais faire quoi en fait? C'est pas possible pour moi. Et donc j'ai fait le pire. Voilà, c'est ma mère qui m'a découvert chez moi tout seul. Elle a eu comme un pressentiment, je pense que la maman a eu un pressentiment. Donc ouais, voilà, exactement. Donc j'ai été en thérapie après pendant très longtemps, j'ai été enfermé dans un hôpital, mais moi je l'ai bien voulu aussi parce qu'au début on arrive devant les médecins, le psychiatre et tout. Non, j'ai pas besoin de ça, c'est rien, j'ai fait ça, juste j'étais énervé. Non, en fait, j'en avais besoin, je suis rentré chez mes parents et au final dans la nuit, je m'en suis rendu compte que j'étais capable de refaire le con. Ouais. Donc j'ai dit à mes parents le lendemain matin, je dis bon, emmenez-moi, je vais faire une thérapie, voilà, une semaine sans téléphone, avec des médecins, discuter toute la journée. Bon, et tu l'as fait vraiment dans le but d'en finir ou un peu plus comme un... C'était plus comme un cri à l'aide, je pense. Ouais, voilà. Ouais, je pense que c'était plus un cri à l'aide parce que comme je suis quelqu'un qui intériorise tout, qui en parle pas, je me suis dit... C'était ta façon de t'exprimer. Ouais, je pense en soi, parce que bon, au moment où tu le fais, ne le faites pas, hein, ça sert à rien, la vie est belle comme elle est. Mais... tu le fais plus pour dire je vais me faire du mal. J'avais besoin aussi de me faire du mal en me disant voilà, c'est ça la vraie douleur, c'est pas ta maladie. Ouais. Je pense qu'il y avait une forme comme ça aussi. Et je l'ai fait parce que pour moi il fallait le faire et il fallait montrer à ma famille ou à mes amis, à mon entourage, à mon ex-copine que voilà, j'ai besoin de ça pour... vous voyez ce que je fais à cause de ça, je suis en train de... Ma vie est en train de basculer et j'ai l'impression que vous le voyez pas, quoi. Mais c'est très courageux de ta part d'avoir eu le réflexe de te dire ok, là je vais trop loin, oui, bien sûr. Et je vais à l'hôpital, quoi. Exactement, parce qu'au début... t'étais pas dans le déni du coup. Non, au début j'étais dans le déni, je suis arrivé vraiment à l'hôpital, il y a un psychiatre qui te regarde, il y a 3-4 médecins autour et ils disent bon, lui il est complètement fou, on va l'enfermer. Mais c'est le truc de se dire bon, là à ce moment-là, Romain, là t'es en train de faire le con, il faut vraiment que tu y ailles, repose-toi, va en une semaine, parce qu'en fait dans l'hôpital où je suis allé, c'était un côté psychiatre, un côté maison de repos. Et moi, j'étais du côté de maison de repos, où j'étais avec... Il y avait une maman qui était en pleine dépression, il y avait un monsieur qui avait perdu sa femme qui était là aussi. Okay. C'est pas vraiment... On n'était pas dans le coin... Voilà, on n'était pas dans le coin des fous. Parce qu'après, quand on est allé à la cantine le midi dans le coin, tu te dis, putain, eux, ils sont vraiment... Là, il y a vraiment un gros problème. Oui, des maladies mentales. Voilà, des maladies mentales où les gens vont pas changer du jour au lendemain. Ils sont bloqués ici toute leur vie. Ouais. Que nous, c'était plus du repos à avoir. Je suis resté 1 semaine ou 10 jours, je sais plus exactement. Après, c'est une période où après j'ai essayé de me reconstruire.
J'ai retrouvé un travail donc ici au Poulpeau. Au début, j'étais qu'employé. Et c'est ça qui m'a permis de sortir de Ok. ça un peu. Il y a eu 2 éléments. C'est très misogyne ce que je vais dire. Mais Vas-y. il y a eu les femmes et le travail qui m'ont permis de sortir de tout ça. Mhm. Au début, je parle. Après, il y a eu le sport aussi. Ouais. Et c'est surtout le sport qui m'a aidé. Mais au début, pour me reconstruire, il y a eu les femmes. Donc j'ai fait des moments de conneries et tout ça, mais bref. Et le travail. En fait, je suis arrivé dans un environnement après où je me suis dit, c'est génial ici, c'est la déconnade tout le temps. Mes patrons, c'était comme des potes après. Aujourd'hui, c'est des gens que je côtoie toujours, c'est des très bons amis à moi. Et Parce que le Poulpeau, pour faire la parenthèse, oui. parce que tout le monde n'est pas Non, d'ici, non, oui. c'est donc un bar à Mantes-la-Jolie dont maintenant tu es responsable. Exactement, oui, j'ai racheté en 2020, entre les 2 Covid, ouais. Ok. Exactement. Donc je suis arrivé ici en tant que serveur simple. Et en fait, d'avoir le contact, même avec les clients, avec des gens de mon âge, parce que je m'étais beaucoup renfermé, j'avais perdu beaucoup d'amis à ce moment-là, parce qu'il faut savoir qu'il y a un gros problème, je trouve, aujourd'hui, ou même depuis, je pense que c'est depuis toujours même. Les gens, ils ont un rapport difficile avec la maladie. Ils ont énormément du mal à se mettre à notre place, ils ont énormément du mal à comprendre. Quand on leur dit, bah ce soir je vais pas sortir, je suis fatigué, j'ai besoin de repos, je suis pas bien. Ou que tu leur expliques pas parce que t'es trop pudique comme moi, je vais leur dire, les gars, je vais pas sortir, on se voit une prochaine fois. Bah, au fur et à mesure, tu t'isoles et tu te retrouves quasiment tout seul. Sincèrement, j'ai perdu énormément d'amis à ce moment-là. J'en côtoie quasiment plus de cette période-là. Parce que je me suis refait après des amis qui ont su me comprendre. Et C'est dû à quoi, tu penses? C'est un manque d'empathie? C'est un manque de maturité? C'est Je pense générationnel? un peu des trois. Sincèrement, un peu des trois parce que je pense que quand t'es un vrai ami ou que t'es quelqu'un vraiment de la famille qui comprend, parce que même dans la famille, il y a des gens qui ont du mal à comprendre. Pour moi, c'est un abandon quasiment. Ouais. C'est un abandon. Moi, j'ai pris un abandon quand mon ex-copine, on s'est séparés. J'ai pris comme un abandon quand certains de mes amis sont partis du jour au lendemain sans vraiment me donner de raison. En fait, au fur et à mesure, tu vois la relation qui se dégrade avec tes amis et tu sais très bien que c'est pourquoi. Ouais, parce qu'ils ont pas... Ils savent pas se mettre à Ils ta ont place. pas envie de s'embêter. Exactement, eux, ils ont leur vie classique. Sans faire de jugement, mais ils ont une vie classique où ils vont au travail, ils rentrent chez eux, ils ont pas de problème derrière. Que ils se disent, lui, attends, il a ses traitements, il doit s'adapter de temps en temps à se dire, bon, là, il faut pas qu'il sorte, il va être trop fatigué, machin. Donc ça a été très compliqué, tu vois tout le monde partir, et moi je reviens dans un environnement comme le bar ou les restaurants, où tu as un contact avec le client qui est énorme. Ici, il y a beaucoup de jeunes. Ouais. Donc j'ai su faire des liens avec beaucoup de clients qui sont devenus des amis maintenant. Parce que tu discutes avec eux, tu es là pour rigoler. En fait, tu te dis que les gens, quand ils te connaissent avec ta maladie, et bah ils acceptent comme ça. Que les gens qui t'ont connu sans et qui après tu Oui, l'as, je vois ce que tu veux dire. ils ont plus du On mal. prend le package, quoi. Voilà, exactement. Et même aujourd'hui, les gens, il y a beaucoup de gens qui sont admiratifs parce qu'ils voient après tout le sport que je fais derrière. Ça, on en parlera un peu plus tard. Ils se disent, mais comment il fait? Comment il fait quand il voit sur les réseaux sociaux? Putain, il soulève tout ça en charge. Comment il fait? Et après, quand je leur explique, ils disent, mais t'es incroyable. Ouais, parce que Incroyable. t'as des gens qui, pour eux, c'est inconcevable d'aller à Exactement. la salle, d'être Ouais. discipliné, etc. Et c'est vrai que quand toi, on te voit avec ta maladie, Ouais. on se dit, mais c'est un surhomme. Ouais, voilà, exactement. Et il y en a beaucoup Donc qui me le disent. c'est hyper inspirant. Il y a beaucoup de clients qui viennent me voir. Ouais, j'ai vu ta vidéo, parce qu'il y a quelques temps, j'avais sorti une vidéo pour expliquer un peu ma maladie. Ouais, je savais pas que t'étais malade, on dirait pas comme ça. T'es carré, t'as une hygiène de vie extraordinaire. Comment tu fais pour allier les deux? Et les gens se demandaient beaucoup comment il fait. Et le sport m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Mais comme j'ai dit, ouais, les femmes m'ont beaucoup aidé à sortir aussi de cette dépression, à naviguer à droite à gauche. Et le travail. Le travail, pour moi, ça a été l'élément clé de se retrouver dans un endroit où je me sens bien, Ouais. on m'accepte comme je suis, on comprend quand j'ai des douleurs. Ça se voyait pendant un moment parce que je venais de sortir un peu des traitements où on venait enfin de trouver un peu le bout du tunnel, à trouver un traitement qui se stabilise. Et des fois je disais, ouais, ce soir je suis désolé, est-ce que tu peux me remplacer? Moi je suis éreinté à faire des 10 km à marcher à pied. Oui, c'était compréhensible. En salle. Ouais, j'allais te demander parce que j'ai été serveuse pendant quelques mois Ouais, et c'est vrai que c'est C'est éreintant, physique, hein. quoi. Franchement, respect à toutes les personnes de la restauration, ouais. restauration. ouais. Et du coup, moi je sais que j'avais mal aux genoux, Ouais. j'avais mal partout en fait, Ouais, au ouais. lombaire. Donc comment toi tu faisais avec la maladie pour Le mental. piétiner comme ça toute la journée, Le quoi. mental et en fait, le mental et je pense que, comme je t'ai dit, l'environnement où j'étais, les collègues avec qui j'étais, où je me disais, c'est le C'était travail, mais c'est une bienveillant. fête. C'est une fête, on s'amuse, on rigole tous les soirs.
moi, ça me faisait permettre d'éliminer toutes les ondes négatives que j'avais en tête depuis 1 an et demi, 2 ans, et de me dire, ouais, voilà, les douleurs, c'est pas grave, c'est secondaire. Aujourd'hui, le travail, il est compliqué, mais je m'amuse au moins. Je m'amuse, je suis avec des gens qui m'adorent aussi pour que je suis et pas ce que je vais être après. C'est comme ça, c'est ce qui m'a fait tenir, parce que oui, c'est très dur. Normalement, quand je suis passé devant la médecine du travail, on m'a dit, oui, bah monsieur Jeuny, il va falloir rester derrière un bureau toute votre vie et tout. Moi, c'était pas possible. Ouais. C'était pas possible. Même mes parents quand ils m'ont éduqué pendant que j'étais gamin, j'étais la pile électrique. Je faisais tout le temps un truc, je courais partout. Je suis une pile électrique, j'arrive pas à rester en place comme tu peux voir tout à l'heure dans ma chaise. Là, j'ai du mal je me mets à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et donc, c'était pas possible pour moi quand la médecine du travail m'a dit oui, bah monsieur Jeuny, il va falloir rester derrière un bureau, mais pas trop longtemps, il faut se lever un petit peu parce que sinon vous allez avoir des problèmes de dos. Et en fait, c'est ça le problème avec cette maladie-là, c'est qu'il faut trouver le bon travail, le juste milieu, parce que je sais qu'il faut pas rester trop longtemps. Le bon équilibre entre bouger mais pas trop, exactement. Et le repos mais pas Exactement, trop. c'est pour ça que chaque personne qui va avoir cette maladie, ça va être différent, parce qu'il faut savoir se jauger un petit peu. Moi, je sais que j'en fais trop. Je sais, tout le monde me dit, t'en fais trop, tu devrais plus te reposer, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que dès que je vais rester à rien faire, je vais avoir mal, je vais penser à mes douleurs, et j'ai pas envie de ça. Quoi. Ouais, voilà, exactement. Et comme on a dit tout à l'heure, je suis tout le temps quelqu'un en train de réfléchir, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, pourquoi je fais pas ça, je fais pas ci. Donc après j'ai mon travail qui travaille, j'ai du stress, le stress va m'amener à plus de douleur, donc c'est un cycle sans fin après. Donc moi j'ai trouvé ce compromis à travailler beaucoup. Bon, aujourd'hui je travaille moins parce qu'on est patron. Faut pas dire ça, Romain. Non, là c'est la note humour, parce que c'est ce qu'on me dit souvent. Ah mais on te voit plus au travail, tu travailles moins parce que t'es patron. Vous savez pas tout ce qu'on fait derrière. Ouais, mais tu sais, les patrons en France... On est un peu mal vu quand même. On est un peu mal vu, mais bref. On va pas commencer à faire ça, on va partir sur 5 heures de discussion sinon. Mais donc non, moi j'ai choisi de beaucoup travailler. Et la restauration a été un domaine où c'est très dur, comme tu as dit, où on a mal aux jambes, on a mal aux genoux. J'avais mal aux hanches, aux lombaires, de se tenir debout toute la journée et tout. Mais comme j'étais dans un environnement où c'était génial, il n'y avait pas de questions à me poser là-dessus. Ça te faisait du bien à la tête. Ah ouais, de ouf, de ouf. De me trouver avec... c'était 4 patrons ici avant. On rigolait en fait. Comme je te dis, c'était une cour de récréation en travaillant. Et avec des clients, bon, il y a toujours des clients cons. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance ici. Ouais, exactement. C'est une clientèle jeune qui s'est vieillie avec le temps, parce que je l'ai voulu aussi. Mais les gens sont bienveillants. Ouais, c'est ça. Et tu te retires de... Enfant, En fait, t'as l'impression que t'es dans un... Tu rentres, pour les gens qui connaissent un peu Mantes-la-Jolie, tu rentres dans le Poulpeau, c'est un environnement totalement différent à la ville de Mantes-la-Jolie. T'es un peu comme à la maison en vrai. Exactement, t'as voilà. l'impression d'être dans un bar. Exactement, nous c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a essayé de transmettre ici, et c'est pour ça que je pense que j'ai réussi à m'adapter aussi facilement à ce travail-là, même si c'était très difficile. Au début avec les douleurs, le soir, j'avoue, quand je rentrais, je disais bon, faut que je me calme, là je fais du 6/7 pour leur faire plaisir à mes patrons, parce qu'en plus je voulais ce taf, parce que je me sentais bien dedans. Voilà, exactement, je me sentais bien dedans, et je voulais sortir de cet arrêt maladie qui en finissait plus, et j'étais en train de déprimer chez moi, et je me suis dit j'ai enfin trouvé quelque chose qui me plaît. En plus je suis venu vraiment à l'improviste ici un soir en train de boire un verre. Vous prenez quelqu'un? Oui, bah viens demain, on essaye. Ok, hop, et après c'est parti comme ça. Donc je me suis donné à fond. Je pense que je me suis encore plus niqué la santé pendant presque 2 ans jusqu'au Covid, à vouloir bosser, et je pense que j'ai eu un contre-coup après pendant le Covid qui m'a fait du mal, mais au moins ça m'a permis de me sortir de cette dépression. Du coup, est-ce que tu as un traitement aujourd'hui au quotidien? Quelles sont les solutions, les solutions qu'on m'a proposées, les évolutions de la maladie? Comment ça se passe pour le futur? Comme je t'ai expliqué au début, on avait essayé plusieurs traitements en injection. J'avais 2 injections par semaine. Ça a été à partir de juillet 2017, parce qu'au début on avait commencé qu'avec un seul traitement en injection. Aujourd'hui, sur les 2 médicaments, on a réussi à en arrêter un au moins. J'avais une injection mardi, une injection le dimanche. Que bien sûr je me fais les injections tout seul, parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne m'aider, je déteste ça. Donc ça, on va en faire rire certains, mais j'ai la phobie des aiguilles, donc si on peut vite. Bah pardon. Bref. Non, vas-y. Donc j'avais le mardi et le dimanche, et aujourd'hui on a réussi à en supprimer une, pardon. Si je commence à bégayer, ça va être bien. Donc on l'a toujours gardé, donc c'est toujours la biothérapie qu'on a gardée. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vis sans défense immunitaire quasiment tout le long de l'année, parce que j'ai une injection toutes les 3 semaines maintenant. D'accord. Avant c'était toutes les semaines, on a réussi à espacer. Plus on voyait que le corps réagissait bien, plus on a décidé d'espacer, parce qu'aujourd'hui on a réussi à stabiliser. J'ai plus
plus que. J'ai un orteil qui est complètement déformé, donc au lieu qu'il soit à plat, il est en forme de griffe un petit peu, un peu pointu. Il s'est relevé sur le dessus, donc qui est très douloureux régulièrement quand je marche beaucoup. Ou avec le froid, là on arrive dans un grand froid, je sais que je vais commencer à douiller. Parce que le problème c'est que l'orteil qui est juste à côté passe au-dessus. À force de marcher. Dans la chaussure, ça... Voilà, exactement, à force de marcher c'est pas très agréable, donc souvent je mets un écarteur de doigts de pied. Et donc maintenant on a réussi à stabiliser à 3 semaines de traitement depuis un moment. On a essayé de passer à 4 et on a vu que ça marchait pas du tout. Je repartais tout de suite en crise derrière. Ouais, donc en fait il faut vraiment trouver ton équilibre entre toutes les semaines, 2 semaines, 3 exactement, semaines, voilà. Et après il y a des gens, ils vont pas faire de biothérapie. Ils vont simplement garder, moi le premier traitement que j'avais c'était une méthotrexate par exemple, que j'avais en injection et que mon père aujourd'hui a en cachet. Mais moi on l'a arrêté pour des causes de foie aussi, parce que le foie, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vomissais beaucoup de sang, etc. etc. Mais après il faut savoir que la biothérapie, comme moi aujourd'hui, m'a provoqué beaucoup de problèmes autres au niveau santé. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai perdu énormément de poids, à être tout le temps aux toilettes et tout ça. On soupçonne que la biothérapie m'a donné une malformation anévrismale au niveau du cerveau, donc risque de rupture d'anévrisme. On ne sait pas exactement si c'est ça, mais on suppose, parce qu'une biothérapie comme une chimiothérapie enlève les défenses immunitaires. Donc derrière on peut choper toutes les merdes qui existent au monde. Donc aujourd'hui j'ai une malformation au niveau du cerveau qui est suivie, qui peut provoquer des ruptures d'anévrisme. C'est pas opérable malheureusement pour l'instant. Parce que c'est trop petit. Faut surveiller. Voilà, c'est surveillé. Donc tous les ans, je passe un IRM du cerveau. Et on pense que cette malformation me provoque des malaises, des micro-malaises. Quand j'ai un événement de stress trop élevé, je vais faire comme une crise d'angoisse et je finis par un malaise. D'accord. Alors, pas dangereux du tout, parce que je me réveille après. C'est ton cerveau qui... Voilà, c'est mon cerveau, il déconnecte, il me dit laisse-moi me reposer 2 minutes, calme-toi mon grand. Donc voilà. Mais après, pour des gens, on va pas inquiéter tout le monde. Si vous avez cette maladie-là un jour et que vous avez une biothérapie, ça se trouve, ça va rien vous provoquer derrière. C'est juste que moi, mon corps a décidé de tout me flinguer en même temps. Après, si vous êtes suivi, normalement, il n'y a pas de problème. Moi, aujourd'hui, on m'a dit que, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de médecins au début, une malformation anévrismale. Moi, on m'a dit à l'hôpital de Mantes, bref, je vous accuse. Il y a un médecin, il m'a clairement dit au début, vous pouvez mourir du jour au lendemain à cause de la malformation anévrismale. Rupture d'anévrisme, ça peut arriver. Voilà, exactement. J'ai vu plusieurs spécialistes, je me suis dit, quand même, me fait chier, j'ai 24 ans, j'aimerais bien vivre un peu plus longtemps quand même. Et j'ai vu un grand médecin sur Paris, à l'hôpital Foch, qui au final m'a dit, il y a un risque sur 500 que ça arrive. Bon, bien sûr, le risque n'est pas inexistant, donc il y est toujours. Mais il a dit, du jour au lendemain, il a dit, j'y crois pas. Il a dit, en fait, c'est un peu comme un appendice. Voilà. C'est présent, ça peut péter, mais c'est pas dit que ça pète. Exactement, et en fait, comme il m'a dit non, aujourd'hui, elle est trop petite pour pouvoir causer des problèmes, en tout cas au niveau du cerveau. D'accord. Mais malheureusement, elle est trop petite pour opérer aussi. Donc il faut la laisser grandir. Comme il m'a dit, j'ai dit ouais, moi j'espère pas qu'elle va grandir trop vite, parce que sinon, voilà. Mais pareil, comme il m'a dit, le stress peut provoquer l'accroissement de cette malformation. Et le problème du stress, pour moi, c'est la pire maladie du monde, parce que moi, on pense que c'est le stress qui m'a provoqué la polyarthrite, et voilà. Donc là, je me suis un peu égaré. On revient un peu sur les traitements, mais aujourd'hui, ouais, chacun doit trouver. Ça va pas être tout le monde pour pareil. Il y a des gens, ils vont avoir des traitements. Ça se trouve, ça va durer pendant 2 ans, ils vont avoir un traitement et après ils vont arrêter. Moi, je sais qu'on m'a expliqué que pour l'instant, ça serait un traitement à vie. À vie pendant 3 semaines, parce qu'on n'arrive pas à passer le step supérieur de passer à 4 semaines. Moi, j'essaye. En plus, moi, tu sais, je me crois un peu médecin aussi des fois. Je me dis, tiens, là, cette semaine, je vais essayer. On va essayer à 4 semaines. Bah, je le regrette. Je le regrette tout de suite derrière. Je sais très bien que même si je me fais l'injection le dimanche, bizarrement, le lundi ou mardi, je suis en crise. Okay. Je vais avoir mon pouce qui va être énorme, gonflé, qui va faire 3 fois la taille de mon pouce actuel, ou je vais avoir un genou qui arrête pas de craquer. Là en ce moment c'est mon coude. J'ai mon pote coach qui me dit que je me suis déboîté le coude. J'y crois pas, j'espère pas. Mais il y a toujours quelque chose qui va arriver derrière. Quand je sais que j'essaye de prolonger à 4 semaines, ou bizarrement quand on est malade on n'est pas trop sérieux sur les traitements, une fois que la maladie est stabilisée, parce qu'au début on est très sérieux parce qu'on a envie que ça se fasse, maintenant que c'est un peu près stabilisé, je suis beaucoup moins sérieux et j'oublie. Oui, tu t'es habitué, donc voilà. Et j'oublie régulièrement, c'est ma copine qui me dit au fait t'avais pas ton injection? Ouais, bon on verra demain, c'est pas grave, parce qu'en plus c'est des injections qui se gardent au frigo, il faut les sortir 30 minutes avant. Bon bref, après je vais pas t'expliquer, on va y parler, on repasse après. Donc voilà, moi aujourd'hui après on conseille aussi de prendre des petits cachets qui s'appellent du kétoprophène, c'est des antidouleurs. Bon, j'en ai eu pour mon genou. Ouais, voilà, exactement. Donc, il faut... Mais ça abîme le foie, ça aussi. Non? Oui, exactement. Ouais, et c'est pour ça que un médicament à prendre le soir pour pas pour abîmer le foie, justement. alprazolam, tu devais prendre. Voilà. Ou pantoprazole plutôt. Bon, bref, faut pas commencer.
La pharmacie, Oui, ouais. bonjour. Voilà. On va sortir le Vidal. Voilà, exactement. Mais en gros, ouais, le kétoprophène abîme énormément le foie. Donc moi, c'est pareil, je dois éviter de le prendre. Et comme je suis un peu sado sur les bords, je me dis, j'ai mal, c'est pas grave, on va pas en prendre. Donc en fait, j'ai tellement eu peur de cette période où C'est typiquement masculin, ça. Ouais. Hein. J'ai une migraine, mais je veux vivre la douleur. Ah ouais, exactement, on est là, nous on est des T'es bonhommes. sûr que tu veux pas prendre un Ah non, 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 ibuprofène s'il te plaît. nous on est vraiment des hommes, on est des hommes. Mais non, moi je prends plus trop de kétoprophène ou vraiment quand je sais que je vais pas dormir. Si à partir du moment où je rentre du travail, j'ai les jambes hyper lourdes, Ouais. je me sens pas bien, je sais que je vais prendre un cachet parce que sinon je vais pas dormir de la soirée. Oui, et du coup, ça te casse tout, Ouais, tout voilà, ton rythme après. mon cycle de sommeil parce qu'en plus la polyarthrite est une maladie qui arrive pendant le sommeil, beaucoup. Ok, c'est pour ça que t'as des crises le matin. Du coup. Exactement, parce que sincèrement, moi si je dors 5 heures, c'est bien. Ok. Aujourd'hui, si je dors 5 heures, c'est très bien parce que déjà, en plus de mon cerveau qui travaille tout le temps et de la maladie, bah, le problème c'est que je dors pas du tout. Et ou sinon, en fait, je vais faire des nuits de peut-être 6-7 heures, mais en saccadé. Ok. 2 heures par-ci, 1 heure par-là, 2 heures plus loin. Ouais, donc t'as ton rythme qui est complètement cassé. Ouais, quoi. complètement cassé et c'est très compliqué. Donc, non, aujourd'hui, j'ai que l'Humira, de temps en temps des petits cachets de kétoprophène, mais normalement, après, j'ai rien d'autre. Ok. J'ai rien d'autre. Après, si, des cachets pour protéger le foie, des cachets pour protéger l'estomac, à prendre aussi en même temps que normalement les cachets que je prends pour les douleurs. Mais c'est tout quoi. Ok. Il n'y a pas de guérison possible ou Alors il y a des gens ou qui comme sont... tu disais, si tu arrives à espacer. Voilà, les- exactement. Il y a des gens qui sont en pleine rémission. C'est une maladie qui devient beaucoup plus présente, Plus on va connue, dire, ouais. plus connue. Donc les traitements sont de plus en plus perfectionnés. Mais le problème, c'est que comme chacun est différent, c'est pas une maladie. En fait, la maladie s'adapte au corps. Donc en fait, Ok. le traitement, c'est pareil, va devoir s'adapter à Elle est chaque... en perpétuelle évolution. Voilà, exactement. Donc, va devoir s'adapter à chaque corps. Donc, il y a des gens, ils vont être en pleine rémission, ils vont faire, ça se trouve, 3 mois de traitement, comme je t'ai dit, et ils vont être guéris. Pas totalement, parce que ça peut revenir, parce qu'on est porteur du gène, et il se déclare ou il se déclare pas. Ça a été un peu comme mon père qui a eu tout le temps le gène de la maladie, à ce qui paraît, et qui s'est déclaré là très récemment. Donc, non, moi, je sais que moi, ça serait un traitement à vie, comme on m'a expliqué, normalement, si tout se passe bien. Parce que je préfère garder un traitement à vie que de m'arrêter et de me dire ah je suis enfin guéri et que ça Ouais, revienne que ça 4 ans plus reparte, tard. ouais. Donc voilà, mais il y a des gens que j'ai déjà entendu, des personnes qui ont fait 20 ans de traitement et ils sont totalement guéris aujourd'hui. Ils n'ont pas eu de rechute du moins. Ok. Et voilà, mais le truc c'est que la polyarthrite est une maladie qui ronge les articulations, qui déglingue les articulations. Donc pour moi je pense qu'aujourd'hui le mieux c'est d'avoir un traitement, même si c'est en biothérapie et on peut avoir plein d'autres merdes derrière. Mais au moins je sais que c'est un gage de sécurité pour moi aujourd'hui où je me dis bah, je vais limiter mes crises. Ouais. Parce que les crises... la dernière grosse crise que j'ai eue, j'étais en plein traitement, c'était peut-être l'année dernière, c'était le pouce qui a commencé à se déformer. Je me suis dit, si mon pouce il se déforme, bah, c'est la main quoi. C'est Ouais. la main, je vais devenir Oui, un puis c'est singe ton, quoi. c'est ton Ouais, aussi voilà. travail, tes mains. Exactement, moi je suis surtout barman derrière un bar donc, ou serveur à tenir un plateau. Donc si demain j'ai mon pouce qui me lâche totalement, après Même pour le sport d'ailleurs. Ouais, voilà, exactement, même pour le sport. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est que je me dis qu'il y a des choses que je peux plus faire. Par exemple, mais c'est bête, hein, c'est des gens, ils vont se dire, c'est rien, aujourd'hui je porte un plateau. Avant, j'arrivais à décapsuler, je sais pas, une bouteille de Pepsi sous le bras. Je peux plus maintenant. Parce que j'ai plus de stabilité dans mes mains. Ouais. Mes mains sont trop déformées. Je peux plus tendre mes mains totalement. Donc, je sais que, heureusement que j'ai mes traitements. Aujourd'hui, je vais le dire, heureusement que j'ai mon traitement qui me permet au moins de me stabiliser et de pas avoir d'énormes crises jusqu'à la déformation. Parce que souvent, je vais avoir des crises, l'inflammation va être là au niveau de l'articulation, mais ça va pas se déformer, ça va pas aller jusqu'au bout. Parce que derrière, je prends des cachets, et si je suis vraiment en énorme crise, bah, je refais une injection supplémentaire qui n'était pas prévue, mais au moins je la fais. Ok, ouais, par sécurité. Ouais, par sécurité, ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a un risque que la maladie évolue, mais de façon que ça empire en fait? Oui. Ouais. Ouais, malheureusement, comme j'ai dit, le corps est tellement beaucoup plus intelligent que nous. Le système humain est tellement beaucoup plus intelligent que nous et beaucoup plus avancé que la médecine parce qu'on ne comprend pas totalement et on ne comprendra, je pense, jamais totalement. Que aujourd'hui, ça se trouve, elle va se dire, tu sais, c'est un peu comme une question d'habitude. Le corps, Ouais. ça se trouve, va s'habituer au traitement et un jour, il va trouver une solution pour détourner ce contourner, traitement, à me dire, en fait, tu m'injectes tout le temps la même molécule. Donc, moi, je sais comment me combattre avec ça maintenant. Moi, je vais t'envoyer la sauce x3 et tu vas rien comprendre. Ce qui s'est passé au tout début, quand j'avais mon premier médoc qui n'a pas fait effet. Ouais. Et qui, ouais, où je- ton corps s'était habitué. Voilà, exactement. Pendant un an, j'avais quasiment le même traitement. Ça a duré de novembre 2016 à juillet 2017. Et après, quand on m'a envoyé la biothérapie, bah, ça a été un autre changement. Et là, le corps n'a pas été habitué non plus parce que tu envoies une nouvelle molécule.
Et après une nouvelle molécule, soit tu la réagis bien, soit tu réagis très mal. Comment tu t'es plongé dans le sport du coup? Est-ce que c'était dans une dynamique un peu pour rééduquer ton corps d'une certaine manière? Comment ça s'est passé ta découverte de la musculation du coup? Oui, c'est la musculation. Donc en fait, j'étais déjà assez sportif quand même. J'ai toujours fait du sport, même étant plus jeune. J'ai fait du badminton pendant 3-4 ans. Enfin, je ne veux pas dire à haut niveau, mais à niveau compétition régionale. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours fait du foot dans la rue avec mes copains ou quoi. Voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui me dépensait énormément. J'ai fait du vélo de route aussi, un peu par passion comme mon grand-père. Ça n'a pas duré longtemps parce que ça m'a fait chier au final. Pour être sincère, à rouler et avoir la selle qui te rentre un peu dans le derrière et qui te fait mal parce qu'en plus j'ai le coccyx qui est déformé, donc en plus. Moi il est fêlé, vraiment. Ah bah voilà. Vraiment on fait la paire. Ouais, exactement. Coccyx qui rentre vers l'intérieur, donc ça a été un calvaire, donc bref. Et donc après, comme je suis rentré dans un bac pro qui s'appelle bac pro sécurité prévention, qui est un bac pro pour devenir vraiment pompier à la fin, parce qu'on passe tous nos diplômes pour être pompier volontaire en même temps que la formation, bah, j'ai été obligé d'être dans le sport. On a été vraiment plongé dedans, à faire beaucoup de... Bon, ça a été du sport simple, de musculation de base, pour les gens qui connaissent pas, traction, pompe, dips, vraiment le truc de pompier. Corps, Voilà, exactement, monter à la corde, monter une planche, monter la planche, le test chez les pompiers. Donc voilà, ça a été beaucoup ça, mais après on a beaucoup couru, on faisait des 10-15 km, on faisait des marathons. Et après, bah, quand je suis tombé malade, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé un peu la salle de sport. Je m'étais déjà inscrit depuis 1 an, mais vraiment à me dire, ouais, bon, je fais un peu de muscu, j'avais un banc de développé couché chez moi, je fais un peu de développé couché, je suis content. Je crois que je vais avoir des gros pecs comme ça. Puis voilà, parce que j'étais vraiment quelqu'un de très très maigre. Quand je suis rentré chez les pompiers, je faisais à peine 50 kilos. Ah ouais, la donc vache. pour être pompier et faire 50 kilos, bah, ça correspond pas énormément. Donc on m'appelait souvent la brindille et tout. J'étais très très complexé. Et j'ai jamais été épais. Dans ma famille, on est tous vraiment très maigres. Pourtant on mange bien, mais non, j'ai jamais été très épais. Et donc en fait, j'ai décidé à ce moment-là de me mettre un peu au sport, d'aller un peu plus souvent à la salle. Et au moment où j'ai commencé à être vraiment très régulier, bah, y a la maladie qui est arrivée. Donc au début je comprenais pas trop, donc j'enlevais des séances, je me dis peut-être que je fais ça mal, c'est peut-être pour ça que j'ai des douleurs. Après je me dis c'est bizarre, j'ai l'impression que dans le dos j'ai un gonflement, et en fait c'était l'une des premiers symptômes qui est arrivé de ma maladie. Donc, ça s'appelle une enthésiste, c'est une inflammation en fait entre 2 vertèbres. D'accord. Donc voilà, et cette boule là je l'ai toujours, elle est restée dans le dos. Et après bah, je me suis dit mais comment ça se fait? Et après bah, on m'a diagnostiqué la maladie, donc quasiment pendant 1 an et demi je devais aller 2 fois à la salle par semaine. En fait pour me dire ouais je vais à la salle. Et en fait, au moment où j'ai vraiment pris conscience, où je suis sorti de cette dépression, pour moi, en fait, ça a été un chapitre qui s'est fermé, en fait, de ma vie. Pour moi, en fait, il y a eu vraiment la vie avant ma maladie et après ma maladie. Donc vraiment, le moment où je me suis séparé de mon ex-copine, j'ai cette nouvelle vie-là grâce au travail, au poulpeau, aux femmes, et voilà, le sport qui m'a beaucoup aidé. Et en fait, j'ai changé de livre et je me suis dit, fais le sport de ta force, et qui va te permettre de... Alors il faut savoir que quand on a la polyarthrite, normalement, il ne faut pas faire de musculation, parce que la musculation vous détruit les articulations. Et j'ai déjà une maladie qui détruit les articulations, donc c'est vraiment 2 facteurs qu'il ne faut pas. Mais je me suis plongé là-dedans par passion, parce que j'aimais ça. Je lisais beaucoup de bouquins de Frédéric Delavier à l'époque, qui est vraiment un premier précurseur de la musculation au poids de corps. Et je me suis lancé là-dedans à me dire, ouais Romain, fais-en ta force. Fais-en ta force, fais-toi des petits programmes. Hop, tu vas 5 fois par semaine. Je regardais beaucoup de vidéos internet, les premières vidéos de Schwarzenegger, de Romney Coleman. Donc c'est pas les meilleurs exemples de l'époque parce que voilà, aujourd'hui Coleman est en fauteuil roulant, mais oui, puis même quand tu vois les exercices d'Arnold, tu vois le développé oui, nuque, le développé nuque ou son tirage horizontal qui était complètement penché. Bon bref, mais aujourd'hui il avait ce physique là, donc il faut se poser aussi les questions. Oui. Mais c'est surtout le travail. C'est surtout du travail pour avoir ces physiques-là. Et bah moi, je me suis dit, je vais faire pareil. Alors, il faut savoir que quand on est malade comme ça, on peut pas avoir un physique comme eux. C'est pas possible. Parce que les articulations sont trop sujettes au stress. Donc, le muscle ne va pas bien se former autour de l'articulation parce que on est souvent blessé, on a souvent mal. Donc, on a moins de résistance. On est beaucoup plus vite fatigué. Moi, je sais que ma séance, elle dure 1 heure. Au-dessus d'1 heure, je peux pas. Okay, ouais. Je vais commencer à être fatigué. Mon corps il va être stressé, allez 1h15, 1h20 grand max, mais quand je vois des gens qui me disent ouais j'ai fait 2 heures de séance, moi je peux pas les suivre. Oui, puis des gars comme Arnold, je pense par exemple à The Rock, il va te faire, il va courir, après il va te faire 2 heures de muscu. Exactement, ouais. Et puis il va manger 15 kilos de bœuf, et puis le soir il va refaire 2 heures de muscu. Ouais voilà, bah c'était ça. Arnold à l'époque, son truc c'était entre 8h et 10h, il faisait par exemple les pecs, et le soir entre 16h et 18h, il faisait les jambes. Et il faisait 2 fois par jour. 4 heures de muscu. Ouais, voilà, déjà, bon,
il avait que ça à faire de sa vie. Une demi-journée, quoi. Voilà, exactement. Donc déjà Arnold, il avait que ça à faire de sa vie parce que c'était son travail. Et il était pas malade. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer dans le sport vraiment à fond et à me dire, Romain, tu sais quoi, tu vas te lancer un objectif. Aujourd'hui, on est en mars 2018. C'est vraiment l'élément déclencheur quand je suis arrivé vraiment au Poulpo, où me dire, tu te remets ta vie en question, t'as un nouveau travail. Bon, t'as pas de nouvelle copine encore, mais il y en a plein. Et tu prends la musique. Si vous êtes passé par là, vous vous reconnaîtrez. Ouais. Mais de faire la muscu vraiment ton élément central de ta vie. Ça a été vraiment l'élément central où j'ai toujours bien mangé. Sincèrement, j'ai toujours bien mangé. Quand j'ai pris mon indépendance en 2016, dans le frigo, c'était toujours clean. Dans les placards, il y avait toujours des bonnes fibres. Tu bois pas, tu fumes pas. Voilà, exactement. Une hygiène de vie voilà, assez exactement. propre. Dès que j'ai été pompier, en fait, j'ai toujours appris à bien manger. Mes parents, ils m'ont toujours bien cuisiné. Donc, je savais que ça allait être facile pour moi, entre guillemets, de me réguler à un sport que j'aimais, que j'ai appris à aimer grâce à des gens, grâce au sport, grâce à des vidéos internet. Parce qu'en fait, c'est motivant quand on voit certaines vidéos, les gars, ou même par rapport à certains athlètes. Quand tu vois par exemple des athlètes même qui sont pas de la muscu, mais genre Nadal qui est malade, je sais que tu es une grande fan comme moi, qui est malade, qui a sa maladie, et le mec c'est du travail. Ou comme Cristiano Ronaldo qui était pas assujetti à avoir une carrière comme ça dans le football, parce qu'il avait un bon niveau mais pas extraordinaire. Et par le travail, c'est devenu le GOAT, quoi. C'est devenu, c'est devenu le monstre du football, quoi. Et Nadal est devenu l'un des monstres du... Parce que sinon on va avoir des débats entre Federer et Djoko, bon bref. Non, si vous aimez Djoko, vous quittez ce podcast. Allez, bonne soirée. Et voilà, en fait, ça a été inspirant. Tous ces gars-là ont été inspirants. Arnold a été très inspirant pour moi aussi. Frédéric Delavie a été très inspirant aussi. Et tu te dis, moi je vais faire comme eux. Même si je suis malade, par rapport à Nadal surtout, même si je suis malade, je vais tout défoncer. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi tu te lances pas dans une compétition ? Donc de monter sur scène, de me faire juste un kiff, de me dire, tu vois, t'es malade, mais moi la maladie, je vais être très vulgaire, moi la maladie, je te baise entre guillemets, je suis plus fort que toi. Même si tu m'as mis des freins dans ma vie, et tu m'as niqué ma vie, parce que j'ai dû changer totalement de vie, mais aujourd'hui, sincèrement, je suis plus heureux aujourd'hui dans ma vie actuelle que la vie d'avant. Je vais réussir à faire quelque chose d'extraordinaire. Et donc je suis monté sur scène 2 fois. Et ça a été Du coup, c'était pour expliquer un petit peu, c'était une compétition de bodybuilding du coup. Ouais, exactement. Donc le bodybuilding, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est des compétitions comme par exemple la plus prestigieuse du monde, c'est la compétition Olympia. Donc c'est des compétitions de posing en fait. Il y a des catégories de poids, donc catégorie men's physique. Donc moi, c'était ma catégorie. Donc on pose en short sur scène à faire des poses imposées par le jury. Et donc voilà, ça a été... J'ai fait une première compète en mars 2019, donc j'ai fait quasiment 1 an de préparation pour me retrouver à ce point-là, où j'ai été beaucoup aidé par des personnes qui étaient de ce milieu-là, du sport vraiment, où c'est des gens que j'ai rencontrés extraordinaires, qui m'ont aidé à arriver là. Et ils ont appris à connaître ma maladie aussi, parce qu'ils ne savaient pas que j'étais malade. On se croisait tous les jours à la salle, je disais ouais, bonjour, ça va et tout. On a beaucoup discuté, et ces gens-là m'ont aidé à devenir encore meilleur. Et à me permettre de monter sur scène, quoi. Ok. Et du coup, les compètes de bodybuilding, c'est un peu mal vu par le peuple. C'est très mal vu, malheureusement. Parce que vous êtes, les hommes et les femmes sont aspergés de produits bronzants, de tan, ouais, exactement. À faire des positions improbables. Et on est très sexy. Hein. On mettra une photo pour montrer de Romain à la compète. Toi, c'était vraiment dans un objectif de te dire je monte sur scène. Exactement. Et j'ai pris le dessus sur cette maladie. Exactement. Moi, c'était pas un but. C'était pas un objectif de me dire je vais faire ma carrière là-dedans. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, moi, c'était il y a bientôt 5 ans déjà. Ouais. Ça fait mal. Il y a 5 ans, la musculation, le bodybuilding et le fitness n'étaient même pas autant mis en avant qu'à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il y a tous les gamins que vous allez dans une salle Basic Fit, Keep Cool et Fitness Park. Je vais citer 3 marques, je sais pas si c'est pareil que à la télé. Et entre guillemets, tous les gamins, ils veulent aller sur scène maintenant. Rentrer, soit devenir influenceur fitness, ou soit rentrer à se dire ouais, moi j'ai fait une compète de body, une compète il y a le powerlifting aussi qui rentre beaucoup en jeu maintenant. Je suis allé sur scène, moi je suis un monstre et tout ça. Moi, c'était pas du tout dans ce but-là. Mais parce que
pour aller à la salle aussi, je trouve que cette génération, c'est beaucoup du show-off. Oui. C'est beaucoup... je veux me montrer, donc Ouais, du coup, tellement. Sur scène, Ouais, exactement. sur les réseaux, tu ouais. vois, Ils essayer de décrocher des faire sponsors à droite à gauche. Des curls à 4 kilos et après ils vont se faire une story snap. Ouais, tu vois. ils vont flexer devant le miroir, faire des poses alors que ils sont encore... ils avaient mon corps quand j'avais 15 ans, quoi. Donc, Petite balle perdue. ouais, là, c'est des attaques parce qu'on le voit trop souvent, malheureusement. Mais oui, c'est une génération qui est beaucoup plus focus sur l'aspect physique Ok, clairement. et un peu m'as-tu vu que toi, c'était vraiment un challenge personnel, quoi, de revanche sur la vie. maladie. Exactement. Moi, c'était plus une attaque envers ma maladie. En mode, moi, je suis meilleur que pour toi. lui faire un gros fuck. Voilà, exactement. Tu vois, je vais te mettre plus bactère. Je suis pas dans le truc de me dire. Après, franchement, j'ai pris goût. J'ai pris goût, énormément goût à la compétition. J'ai adoré être sur scène. Donc il faut savoir, c'est pas des grandes compètes que j'ai fait, c'est des grands prix. Donc pour expliquer un petit peu, il y a des compétitions amateurs. Après, il y a les grands prix qui sont un petit peu juste au-dessus. Et après, il y a les compétitions de fédération. Donc tout ce qui est IFBB, AFBB, donc c'est les fédérations françaises de bodybuilding, où après on essaie de décrocher une carte professionnelle pour devenir professionnel là-dedans. Voilà, exactement. Il faut savoir qu'un bodybuilder ne gagne pas très bien sa vie. Il faut savoir que c'est très compliqué. Souvent, il dépense plus d'argent dans tout ce qui est produits dopants et les coachs, coacher et les compléments alimentaires que les gains à la fin d'une compétition. Donc moi, c'était pas à but là de me dire je vais devenir influenceur fitness, machin. Même si ça me faisait kiffer d'être sur les réseaux, à publier mes premières vidéos, à me dire ouais voilà, vous voyez mon évolution, je passais de ça à ça. Ouais, mais parce que c'est motivant aussi. Voilà, exactement, quand tu reçois des messages et tout, c'est... Déjà, tu pars... Moi, ce que j'aime avec la muscu, c'est que tu pars de rien et tu construis ton corps, ta discipline, ton mental, etc. Donc déjà, ça, c'est super motivant. Mais de partager aussi, surtout toi, par rapport à ta maladie, tu vois que tu inspires d'autres personnes, donc il y a un petit côté mais c'était satisfaisant. Exactement, c'était gratifiant de fou. Et même si, comme je dis, à l'époque, franchement, il y a 5 ans, pour devenir connu sur YouTube ou Instagram, c'était hyper compliqué. Aujourd'hui, tu postes une vidéo d'exercice fessier top 3 booty, les meufs, vous avez 4000 abonnés derrière. Et donc moi, c'était pas à but là, même si j'aurais adoré avoir un peu plus de visibilité à l'époque pour parler surtout de ma maladie en plus. Pour parler de la maladie. C'était même pas pour... c'est toujours gratifiant, comme on a dit, de se faire connaître par son physique. J'ai pas un physique non plus extraordinaire, mais pour la maladie que j'ai, je trouve que j'ai un très très bon physique parce que... Normalement, c'est pas atteignable, quasiment, avec ce genre de maladie-là. Parce que 90% des gens qui sont malades, ils ont pas ce mental-là, et je leur souhaite d'avoir ce mental-là, de se dire, je vais sortir de mon lit et essayer de faire autre chose. Bon, après, il y a des gens qui peuvent pas sortir de leur lit, mais... la douleur pour... Voilà, exactement. Que de s'apitoyer sur son sort. Parce que moi, j'en connais. Il y a des gens, il y a des clients, ils viennent te parler des fois au bar, ils savent pas que t'es malade, mais eux, ils ont leur pire maladie du monde, alors qu'ils ont rien du tout. Et il t'explique ça comme... C'est ce que je disais à Christelle, je sais pas si t'avais écouté l'épisode, mais je lui disais qu'en fait, depuis que je l'ai rencontrée, tout le monde me saoule. Ouais, bah oui. Dès qu'on vient se plaindre de tout et de rien, je pense à elle et je me dis, ferme-la, quoi. Ouais, mais voilà, mais c'est ça en fait le truc. Et... Mais du coup, toi qui du coup est aux premières loges, parce que c'est ta maladie, bah tu te dois d'être bienveillant et de pas envoyer chier tout le monde. T'as envie des fois. Mais tu te dis de quoi il me parle lui. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, moi je souhaite à tous les gens qui sont malades de trouver ce mental, parce qu'il faut le trouver. Ça arrive pas comme ça, hein. Sincèrement, ça tombe pas du ciel, parce que comme j'ai dit, tout le monde ne peut pas l'avoir. Voilà, exactement, je suis tombé en dépression et il y a des gens qui sortent jamais de cette dépression. Et je leur souhaite de sortir, parce que quand tu sors grâce à quelque chose, donc moi ça a été un élément de 3 facteurs, mais tu te retrouves... tu te dis, mais en fait, derrière, j'étais une grosse merde. Quand tu regardes derrière toi après et tu vois le parcours que tu as parcouru pour arriver, moi, quand je suis monté sur scène et voir mes amis qui étaient devant moi, fiers de moi, il y en a qui pleuraient. Alors que c'est con, tu vois, c'était une compète, on était à Beauvais. Ouais, mais c'est l'accomplissement. Voilà, exactement. On était à Beauvais, mais on était quand même devant 1500 personnes quasiment. Tu vois tes potes qui sont là, qui sont tellement heureux pour toi, tu sors de scène, toi, t'en peux plus, t'as fait une sèche qui a duré... Bon, moi j'avais la chance de sécher très rapidement parce que je ne suis pas très épais et j'ai un très très bon métabolisme. J'ai fait une sèche de 4 semaines, mais t'es épuisé, t'as pas bu depuis 24 heures, tu sors de scène, t'as ton meilleur pote qui t'apporte une bouteille, tu bois, tu le prends dans tes bras, il est en train de chialer limite parce qu'il est fier de toi, et que t'as des gens, même des gens que tu connais pas, ils viennent te voir et tout, t'as le plus beau physique de la scène et tout. C'est hyper gratifiant, alors que les gens ne savaient pas que j'étais malade. Et il y a beaucoup de gens
qui ont su que j'étais malade de cette compète-là. Après, parce qu'ils ont vu le Grand Prix qui a publié après les photos. Et ils ont vu ma mention, ils sont cliqués sur mon profil et ils ont vu que j'étais malade. Et à ce moment-là... Oui, c'est encore plus gratifiant. Ouais, de ouf. Et après, ils t'envoient un message en mode... maladie, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont répondu à ma photo que j'avais mis avec ma médaille et tout ça en me disant « Mais Romain, on savait pas que t'étais malade, c'est extraordinaire ce que t'as fait. T'étais tellement rayonnant sur scène. » Parce que en fait, moi, quand je suis monté sur scène, c'était un kiff. Franchement, c'était un kiff. J'avais tout le temps le sourire. Bon, parce qu'il faut savoir qu'en men's physique, c'est pareil, ça compte beaucoup. Il faut tout le temps sourire, il faut avoir une prestance sur scène, il faut être à l'aise. Et moi, je suis quelqu'un de hyper social déjà dans la vie. Je parle avec tout le monde, je rigole avec tout le monde, je souris tout le temps. Donc pour moi, c'était un jeu en fait. Et donc en fait, les gens ils ont dit ouais, mais sur scène, tu souriais tout le temps. On voyait que t'étais pas épuisé, on dirait. Alors qu'au fond, moi, j'étais au bout de ma vie. Tu m'aurais donné un lit, j'aurais dormi dans les secondes qui suivaient, tu vois. Ouais, t'étais en mode. Ah ouais, mais franchement, ouais, c'était. Mon corps, il tenait debout, je sais pas déjà comment. Moi, j'ai pris ce kiff-là et de me dire bah, j'ai réussi ce que je voulais faire. Bon, j'ai pas eu la première place, j'ai été deuxième. À la fin, je me suis dit quel kiff en fait. Ouais. Quel kiff. Et tout de suite derrière, je suis reparti sur une autre prépa en novembre 2019. Okay. Là, j'ai été invité, le Grand Prix du Vexin, donc un nouveau Grand Prix, donc qui commence à être une moyenne compète pour le niveau France. Je viens encore, je reprends encore du kiff. Mais en fait, à ce moment-là, à la fin de la deuxième prépa, donc là, je fais troisième, j'avais fait deuxième à la première, je fais troisième là. Je sors de scène et je regarde mon meilleur pote de l'époque, et je lui dis, je suis trop épuisé. Je peux pas faire ça. Ouais, j'allais te demander justement par en fait, rapport je me à ton suis corps, comment... ouais, voilà, parce qu'en fait il faut savoir beaucoup les bodybuilders pro, ils peuvent faire 7 ou 8 compètes pour se qualifier pour Olympia, la plus grande compétition du monde dans l'année, ou même des fois en 3-4 mois, ils font 7-8 compètes. Donc les mecs ils sont en prise de masse sèche, prise de masse sèche. Et moi déjà en un an, le corps est épuisé quoi. Ouais, voilà, moi déjà en un an, j'ai fait prise de masse sèche pour que seulement 2 compètes. Je me suis dit mais comment je vais faire? Parce qu'en fait, c'était dans un engrenage où je me disais, je kiffe ça, j'ai envie de faire ça. Et en fait, à la fin de la deuxième compète, j'ai regardé mon gars et j'ai dit, voilà, je suis trop épuisé là. Là, je crois que je pourrais pas repartir. Ouais, t'as eu l'intelligence de te dire. Ouais, voilà, en fait, j'avais envie. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais, voilà, exactement. J'avais envie de repartir. Et sincèrement, je crois que ce qui m'a freiné, c'est le Covid. Parce que tout le monde me disait, t'as le potentiel pour faire ça, t'es là-dedans. Bon, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, maintenant, c'est 5 ans plus tard. Et 5 ans plus tard, je vois que je suis grave en retard sur les physiques de mon âge. Parce que eux, ils sont pas malades. Et comme j'ai dit, le fitness est tellement démocratisé depuis 5 ans qu'aujourd'hui, tu vois des gamins de 19-20 ans, tu te dis c'est pas possible. Donc moi, j'étais trop en retard aujourd'hui. Moi, je pourrais pas me relancer là-dedans. Même si j'aimerais, je me dis ça sert à rien, je vais monter sur scène juste pour mon plaisir. Mais si c'est pour me prendre un bashing derrière, de terminer dernier, et au final, de m'être fatigué, de m'être niqué la santé encore une fois, j'en vois plus l'intérêt. Négatif que ouais, voilà, exactement. Donc en fait, ce qui m'a freiné, c'est le Covid, parce que j'avais 5 ans de moins, j'avais 23, et là j'étais vraiment dans la fleur de l'âge, entre guillemets, où de me dire, c'est le moment qu'il faut que je prenne le wagon du men's physique si je veux essayer de faire quelque chose derrière. Mais après, je me suis dit, sorti du premier confinement, j'ai été épuisé sorti du premier confinement, parce que moi j'avais une maladie auto-immune, je vivais tout seul, et je devais rester tout seul vraiment, parce que quand t'as eu le Covid qui est arrivé, personne ne savait ce que c'était, tout le monde était en mode ouais, confinement, il faut vraiment rester aux abris. Je suis vraiment resté carré à peu près à la fin parce que j'avais du manque affectif. venez chez moi à la maison s'il vous plaît. Mais je suis sorti de voilà, et après j'ai eu une nouvelle vie, j'ai rencontré ma copine actuelle. Je ressentais plus cette envie là et surtout la force, parce que je sais qu'aujourd'hui des fois je me dis tiens, je vais reprendre une prépa, mais dès que je commence ma prise de masse, je suis déjà fatigué. Ouais. Ou alors aujourd'hui, il faut savoir que je fais des prises de masse, des mini sèches, je fais pas des sèches extrêmes comme je faisais à l'époque, parce que c'est toujours mon plaisir. La muscu, ça sera toute ma vie. Ouais. Oui, c'est ta passion, quoi. Voilà, exactement, c'est ma passion, c'est ce qui m'a permis de sortir de cette maladie. J'en suis pas sorti, mais de cet esprit négatif de la maladie, je veux dire plutôt. Et aujourd'hui, voilà, le bodybuilding pour moi c'est fini, mais la muscu ça sera jamais fini pour moi. C'est vraiment le truc de me dire, là je sais qu'on est au mois de janvier, je vais repartir sur une prise de masse qui va durer 3 mois je pense, jusqu'à fin mars, où je vais manger davantage, mais juste parce que c'est mon plaisir, c'est mon kiff, et c'est ce qui me permet de, sincèrement c'est une phrase choc, mais de me maintenir en vie quand même. Parce que quand j'étais en dépression, pour moi j'étais plus en vie, et c'est pour ça que ça m'a amené à faire une tentative de suicide, tu vois. Donc quand la muscu franchement c'est mon premier repère dans ma vie.
C'est bête, hein, c'est méchant pour ma famille ou quoi. Non, mais je comprends. Tout à fait. c'est mon premier repère. J'y vais là-bas tous les jours. Quasiment tous les jours. Bon, des fois, j'y vais 5 fois ou 6 fois parce que il y a des imprévus, il y a de la vie tous les jours aussi. Oui, Tu bien vois sûr. ta famille, tu sors, tu travailles. Des fois, tu peux pas y aller tous les jours. Mais j'ai ce manque-là tous les jours. De me dire, voilà, pourquoi j'y suis pas allé aujourd'hui. Je mets mes écouteurs, moi j'arrive à la salle, je mets mes écouteurs, j'ai ma capuche. Oui, ta capuche. Ouais, ton ma casque. capuche, mon casque ou mes écouteurs, ma casquette vissée ras à la tête. Et je suis dans mon monde. Je suis dans mon monde, je kiffe mon moment. Même si à la fin de la séance j'ai mal partout. Mais maintenant j'ai appris à vivre avec. J'ai vraiment appris à vivre avec mes douleurs. Quand on me dit. C'est pour ça que des fois ma copine elle me reproche ça. Elle me demande si ça va, je lui dis oui ça va. Mais parce qu'en fait c'est une habitude de réponse. Oui, bah oui. Parce Ça que fait déjà en presque 10 ans plus, que tu l'as, donc j'ai tu toujours l'as- vu mon père dire ça. Mon père est malade depuis que j'ai l'âge de 2 ans. J'ai toujours vu mon père le dire ça va. Alors que je sais qu'au fond il est au fond du trou, tu vois. Ouais. Mais donc j'ai pris ce repère là déjà parce que c'est mon exemple. Et de me dire aujourd'hui où quelqu'un me demande si ça va, je dis ouais ça va tranquille. Alors que dans ma tête je suis en mode j'en peux plus frère. Là je suis à deux doigts de me mettre pas en arrêt parce que quand t'es patron tu peux pas te mettre Ouais. en arrêt maladie, mais de me dire je me prends une semaine de repos, tu vois. Ciao bye je me barre, tu vois. J'aimerais bien plus souvent mais Je comprends. voilà. Du coup, pour ceux qui sont pas du tout, qui connaissent pas du tout la muscu Ouais. et qui voient ça vraiment comme un Ouais. sport, on va dire très clairement les clichés hein, de débiles qui pensent qu'à leur pec. Voilà, hyper narcissique, c'est le gros problème aujourd'hui de l'image qu'on renvoie de la musculation, ouais. Quel bienfait du coup ça a sur ton mental et sur ton corps? Parce que comme on le dit depuis tout à l'heure, le sport c'est vraiment ton médicament Ouais, et ce exactement. qui t'a sauvé. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu peux décrire les bienfaits que ça a sur ton mental au niveau de ta discipline, de ton envie de te lever, de faire mieux? En fait, le truc, c'est que la musculation, pour moi... Mais après, je pense que c'est comme tout sport, quasiment, si t'es vraiment passionné, parce qu'il faut être vraiment passionné, déjà, pour faire ce sport, parce qu'il faut savoir que le sport, la musculation, est un sport de taré, pour moi. Je le dis parce que c'est être sadomaso, et après, tu deviens dans un engrenage où t'en veux toujours plus. De meilleures performances, de meilleures physiques. Donc voilà, mais après, il faut pas voir l'image de la musculation comme un sport que de narcissique. Parce qu'en fait, c'est un sport de dépassement de soi, comme à n'importe quel sport où tu veux arriver beaucoup plus haut. Je sais pas, si tu aimes le foot ou le tennis, tu veux toujours être meilleur. Tu veux pas rester à ton niveau classique. Donc la musculation, c'est pareil. Et aujourd'hui, comme on dit, quand on est dans l'entraînement, ça libère de l'endorphine, la dopamine. Tu kiffes ça. Tu kiffes ça de t'entraîner. Et c'est le kiff de se dire, aujourd'hui j'ai pris 42 kilos, demain je prends 50 et j'ai réussi, tu vois. C'est le kiff de se dire, je sais pas, j'ai passé 5 tractions, Toujours demain... mieux que la veille, quoi. Voilà, exactement, c'est le dépassement de soi chaque jour, de se dire je suis meilleur, je serai meilleur demain. Mais c'est aussi, comme je dis, un sport de taré, parce que des fois, quand la veille t'as été meilleur et le lendemain t'es moins bien, t'es dégoûté. T'es dégoûté. Surtout nous les femmes, parce que Ouais. ça change beaucoup par rapport au cycle. Ouais, au cycle des hormones, ouais, bien sûr. Et du coup, d'un jour à l'autre, Ouais. tu peux diviser Ouais. tes perfs par deux, quoi. Dis-toi que moi, c'est un peu pareil à cause de ma maladie. Ouais. C'est que des fois, il y a des jours où, bon, il faut savoir, pour les gens qui me connaissent déjà, ils le savent, mais je suis quelqu'un qui charge beaucoup. J'ai des très grosses charges par rapport à ma maladie et par rapport à même au physique que j'ai. En soi, j'ai pas non plus le physique le plus impressionnant, mais j'ai des grosses charges. Et en fait, quand par exemple, je suis à, je sais pas, 50-56 au développé couché par haltère, et que demain je passe à 36-37 parce que j'ai trop de douleur, je suis hyper frustré dans ma tête. Et ma première phase, c'est je jette mes haltères, mais on m'entend, hein, parce qu'il faut savoir que je me parle tout seul. Hein. Et je dis, mais je suis qu'une grosse merde, tu vois. Mais je trouve que c'est un sport qui t'apprend aussi beaucoup l'humilité. exactement. Parce que tu te remets toujours en question. Ouais, et moi je me suis pris comme tu le sais, je me suis pris une grosse claque quand je me suis blessée. Oui. Et du coup, maintenant j'écoute beaucoup plus mon Il corps. faut toujours s'écouter, ouais. Et ça, je te l'avais dit, on en avait déjà parlé, exactement, ouais. Et comme me disait mon coach, s'il nous écoute, je laisse mon ego à la au porte. placard, ouais. Et du coup, maintenant, je m'écoute beaucoup plus et j'ai l'humilité de me dire, ok, là, je soulève moins lourd. Ouais, mais c'est pas en grave. même temps, j'ai pas pris de petit déj. Voilà, ou exactement. en même temps, je suis malade, j'ai eu un élément de stress juste avant, exactement. J'ai pas dormi. Ou, de toute façon, dans ce sport-là, mais je pense que, comme j'ai dit, c'est dans beaucoup de sports, il faut savoir mettre son ego au placard et de se dire, aujourd'hui, je suis moins bon, et trouver des circonstances du pourquoi, du comment. Et essayer de comprendre aussi. Il faut essayer de comprendre pourquoi on est moins bon aujourd'hui. Et, mais moi, je pense que j'aurais toujours ce mal-là à me dire, l'ego, j'ai du mal à le laisser au placard, moi.
je suis borné, je veux ça, je veux mais ça. c'est ce qui fait ta force, c'est ce qui fait que t'en es là aujourd'hui, que tu t'en es sorti aussi. Exactement, donc je pense que c'est un pan négatif et un pan positif. Exactement, et après le caractère, pour les gens qui me connaissent, j'ai un énorme caractère. Je suis très sanguin, je suis très dur sur moi-même, je suis très dur avec moi-même, mais beaucoup plus avec moi qu'avec les autres. Et donc même dans le sport, je suis très très dur. Je me dis, aujourd'hui c'est pas normal, t'as mal, je m'en fous. Le nombre de fois où je me dis, je pose les haltères sur mes genoux, je me dis, Romain, tu vas pas le faire. Et après dans ma tête, je me dis, si tu vas le faire en fait, parce que t'es pas une grosse merde. Tu vois d'où t'es venu avant, tous les problèmes que t'as eu. Si t'as mal aujourd'hui, c'est pas grave. Ouais, t'es ton propre, voilà, exactement. Propre coach, quoi. Je dis, voilà, t'as pas mal aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé aujourd'hui, et je pense que Julien, mon meilleur ami, qui va nous écouter aussi, qui est mon coach aujourd'hui, mais qui est vraiment plus un coach de vie pour moi, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai connu. Ouais, voilà, je le connais depuis, on va dire, après Covid, mais il m'a tellement apporté en plus. Parce que pareil, dans le sport, il faut savoir se remettre en question. Et en fait, de se dire que pendant 6-7 ans, tu t'es entraîné tout seul. Bon, moi, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas à perdre des 10 kilos, 5 kilos, parce que pareil, comme la biothérapie m'enlève des défenses immunitaires, je suis très souvent malade, à mal digérer, à avoir un rhume, une grippe, donc je repère du poids tout de suite derrière. Et grâce à Julien, qui m'a franchement appris plein de choses dans la vie ou même dans le sport, et beaucoup dans le sport, il m'a coaché pendant 6 mois à apprendre d'autres choses, une question de tempo sur les mouvements, des questions d'étirement supplémentaires. Et pareil, pour lui, je lui ai apporté beaucoup parce qu'il a essayé de comprendre ma maladie. C'est la première fois qu'il avait quelqu'un en coaching que lui, il considère athlète, parce que je suis considéré comme un athlète, j'ai fait des compètes et j'ai un certain niveau, il n'y a pas tout le monde qui va arriver à mon niveau. Et parce qu'il faut savoir se le dire aussi des fois. Moi, ça me fait plaisir de me dire des fois que j'ai un certain niveau, tu vois. Et lui, je lui ai appris plein de choses par rapport à ça, de se dire, attends, je vais coacher un gars, déjà c'est mon ami, il est malade, il faut que je comprenne sa maladie que je ne connais pas, il faut que je trouve les mouvements, et il a essayé de comprendre pas mal de choses, parce que je lui disais, ce mouvement-là, frérot, je peux pas le faire, j'ai archi mal, j'ai pas d'élasticité au niveau des pecs, bah attends, on va trouver autrement. Ouais, de décomposer, voilà, exactement. Pourquoi t'arrives pas à le faire. Voilà, on va trouver un autre mouvement, on va réussir à ouvrir ta cage thoracique différemment, on va réussir à limiter les facteurs de stress sur tes coudes ou sur tes genoux, et j'ai appris pas mal de choses grâce à lui, et c'est comme ça que j'ai réussi à, je trouve, depuis 1 an et demi, à réévoluer, à réapprendre mon corps aussi, à revoir mon corps rechanger, et à me stabiliser enfin niveau poids même, parce que j'en avais marre de faire yo-yo. Faire yo-yo. Après c'est pareil, il y a ça, mais il y a aussi les éléments de la vie de tous les jours, où si ta société elle va pas bien, bah t'as du stress, donc tu repères un peu de poids, tu manges moins, tu fais moins attention à ce que tu bouffes et tout ça. Des fois j'ai eu des périodes où quand t'as des employés où t'as pas confiance en eux, t'es tout le temps en train de regarder les caméras ou à passer à l'improviste, où t'es en stress, tu vis pas en fait à l'intérieur. Bah surtout qu'on a un peu le même métabolisme, très rapide, et du coup quand t'as du stress c'est encore pire, parce qu'en fait ton corps dépense des calories juste en stressant. C'est ça. Donc du coup tu vas manger un peu moins et tu perds grâce à ça, Julien m'a expliqué comment faire, à éviter à faire des yo-yo à cause du stress aussi, tu vois, et j'ai réussi à me stabiliser, et je pense par la même occasion à réussir à me stabiliser aussi au niveau professionnel, de me dire bon Romain, faut que tu te détaches un peu de ton entreprise aussi. Lâcher un peu du lest. Ouais, voilà, c'est ça, apprendre à faire confiance, à surveiller quand même. Mais voilà, après c'est pareil, c'est en trouvant des employés qui sont... Des employés de confiance, ouais. Exactement, tu vois. Et aujourd'hui, je peux faire confiance à certains de mes employés, où je sais que la société tourne, et que moi, ça me libère aussi du temps pour moi, parce qu'ils comprennent aussi ma maladie. Parce que bon, je le dis pas à tous mes employés dès qu'ils arrivent, ouais salut, je suis malade, donc laisse-moi vivre, tu vois. Oui, puis c'est pas... En fait, c'est ça le handicap invisible. C'est que c'est pas marqué sur ton front. Non, exactement. Et en plus, la polyarthrite, mes problèmes aussi de, comme j'ai dit, de malformation anévrismale au niveau du cerveau. J'ai le cœur qui s'accélère très rapidement moi aussi. Problème d'influx sanguin. J'ai un trop de globules rouges par rapport à mes globules blancs, parce que la biothérapie m'a rendu certains mauvais trucs, on va dire. Des effets secondaires, exactement. Et donc voilà, c'est apprendre, grâce aux gens aussi qui t'entourent, de trouver une certaine ligne de conduite, une certaine ligne de vie, et Julien m'a permis de ça aussi, et aussi dans ma vie de tous les jours, ma copine m'a permis de ça aussi, parce que ça a été vraiment la première personne, ma copine, à comprendre ma maladie aussi, à essayer de comprendre, parce que j'ai eu d'autres copines avant, la première qui m'a lâché en me disant on n'a plus les mêmes objectifs de vie et tout ça, donc après bon, ça je peux comprendre, mais c'est un peu dur à l'encaisser à ce moment-là, et quand une semaine plus tard tu la vois avec quelqu'un d'autre, c'est encore plus compliqué, tu te dis bon au final on s'est foutu de ma gueule, mais et aujourd'hui, ma copine, elle a essayé de comprendre ma maladie, qui elle aujourd'hui a des gros problèmes de santé aussi, niveau papillomavirus, etc. Donc nous, on se complète. Moi, j'ai appris à lui avoir un mental qu'elle n'avait pas, parce qu'elle s'est vue tout perdre derrière. Ouais, voilà, exactement.
Et je pense que moi, j'ai été un exemple pour elle, à se dire, bah Romain, attends, il est encore plus dans la merde que moi. T'as vu le mental qu'il a, tu peux pas. Le faire, je peux Voilà, exactement. Et elle a appris à me soutenir, ou à me comprendre, ou, c'est méchant à dire, mais à se taire quand j'ai mal. À pas me dire, t'es sûr que tu veux pas quelque chose, tu veux pas ça, tu veux pas ça. Laisse-moi vivre en fait, là, tu vois que... C'est notre problème. Ouais, voilà, c'est ça, toujours s'inquiéter, et elle a appris à vivre avec ça. Et c'est des gens que, voilà, Julien ou Marie ont réussi à m'aider dans ma ligne, ou que j'avais trouvé déjà depuis quelques temps, à m'aider encore plus. À t'élever, à vraiment à devenir stable. Que ce soit dans le sport grâce à Julien ou dans ma vie privée grâce à ma copine, où il y a ma famille aussi. Mais bon, après, ça, c'est la famille est là tous les jours, on va dire. Est-ce que tu penses que si demain t'arrêtes le sport, au-delà du mental... J'arriverai pas déjà. Oui. Au-delà du mental, est-ce que ça aura un impact sur ton corps ? Oh oui. Est-ce qu'il y aura moins de douleur, plus ? Plus. Moi, je pense que plus, parce que mon corps est habitué à travailler comme ça. Mon corps est habitué à faire des efforts considérables tous les jours. Donc, le truc, je pense que si demain, je lui enlève ça, mon corps... Alors, peut-être que si je lui enlève progressivement, il va s'habituer. Mais je pense que si je lui enlève tout d'un coup, il va être perdu. Quand t'as la même routine depuis... Des années, Ouais, des années. Là, je vais prendre depuis après Covid, parce que pendant le Covid, on n'a pas eu de salle de sport. Merci, monsieur Emmanuel Macron, et monsieur Véran et tout ça, bon bref. Mais mars 2021, donc on va dire depuis vraiment 3 ans, là, je suis dans une routine où j'ai des entraînements chaque semaine. Il n'y a que quand je pars en vacances où j'essaie de couper un peu. Donc en fait, quand tu rentres dans une routine, le corps, il est habitué. C'est un peu comme le médicament, je disais tout à l'heure, où il est habitué. Donc je pense que si je lui en fais un élément de stress à tout enlever demain, les douleurs, je pense, sont supplémentaires. Parce que moi, mon corps s'est habitué, même malgré la maladie, à être hyper actif. Et je pense que ma maladie se plaît à se stabiliser comme ça, parce que je suis comme ça. Que demain, si elle est plus habituée et qu'elle trouve un Romain complètement mou dans le canapé, à rien faire, à se déplacer à peine, bah elle va prendre le dessus. Elle va prendre le dessus. Parce qu'en fait, j'ai trouvé ce juste milieu-là dans ma maladie, même si, comme j'ai dit, j'en fais trop, ce juste milieu-là de me dire, là, je dois être hyper actif et je suis bien comme ça. Et il y a des gens qui trouvent leur juste milieu à être tranquille derrière un bureau ou à être tranquille à pas faire de sport, quoi. Comme toi, t'as la force, le courage et la discipline. C'est vraiment un peu... là, je vais kiffer. D'aller à la salle malgré ta maladie. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se prendre en main, qui a un peu la flemme, et qui n'a pas encore été touché par la foudre sportive, et qui du coup a un peu du mal, tu vois, à se mettre le pied à l'étrier. Quel conseil tu lui donnerais pour moi déjà, pour le motiver ? Comme je dis, on est rentré dans un mood où le fitness est devenu une mode. Mais il faut pas rentrer dans ce mood-là pour tout le monde. Je trouve que... C'est pas un sport pour tout le monde. Voilà, exactement. Moi je dis quand il y a des gens qui vont à la salle et qu'au bout de 6 mois, tu les vois, ils viennent plus qu'une fois, ils ont la flemme. Ouais, mais il faut que je me mette au sport. Et mon grand, il y a tellement de sports sur la Terre. Il y a tellement de trucs où tu peux te dépasser, te surpasser. Je sais pas, il y a du tennis, il y a du golf, il y a du ping-pong, j'en sais rien. Je donne peut-être pas les meilleurs exemples du monde, mais il y a du rugby, il y a du foot. Il y a tellement de sports, il y a de la course à pied, il y a du vélo. Trouve quelque chose qui te passionne. Avant de trouver quelque chose, de faire comme les autres pour perdre du poids, par exemple, si c'est un exemple, je sais pas, quelqu'un qui est un peu en surpoids et qui veut perdre du poids, il n'y a pas que la salle, mon grand. Il n'y a pas que le tapis de course pour avoir le cul de tout le monde sur Insta, tu vois. C'est vrai que de nos jours, on dirait que le seul sport, c'est la muscu. C'est muscu, fitness, d'aller à la salle, parce que, sincèrement, notre fil Instagram ou TikTok est rempli que de ça. Bon, peut-être parce que nous, on like que ça aussi. Oui. Mais 80% pour moi, il n'y a que ça maintenant. Il y a plein d'autres sports. Et pour moi, il faut trouver quelque chose qui vous passionne. Moi, ça a été la muscu qui m'a passionné, parce que j'ai aimé ça tout de suite. Comme j'ai dit, j'ai lu des bouquins de... Pour moi, il faut trouver quelque chose qui te passionne et se mettre à fond dedans. Et tu verras que... Essaye plusieurs choses. C'est pas grave, même si t'as 35 ans et que tu te dis, bon, là, j'ai jamais fait beaucoup de sport, il faut que je trouve quelque chose. Tu vas peut-être te passionner pour un sport qui n'est pas commun. Je sais pas, comme je dis, je sais pas, un ping-pong, un badminton, un truc que personne fait. C'est pas obligé que ce soit tout le monde qui fasse ça. Trouver sa niche. Voilà, parce que se dire, je vais faire du foot. Voilà. Ouais, les fléchettes, bon, après, à part le poignet, je suis pas sûr qu'il y ait une grande discipline. Par exemple, il y a des gens qui comprennent pas. Moi, pendant très longtemps, j'ai regardé, grâce à mon grand-père, le Tour de France. Mais le Tour de France, c'est trop bien, Romain. Alors moi, j'adore. Moi, je regarde tous les résultats. Je regarde plus maintenant parce que c'est trop long et j'ai pas le temps. Mais... Moi, je le mets en fond quand je travaille. Ouais. Tu mets que la montagne, c'est ça ? Tu mets que quand c'est les Pyrénées et les Alpes ? Non, mais en fait, et je pense que tu vas comprendre de quoi je parle,
juste l'ambiance sonore. Ah oui, exactement, les commentaires, les klaxons, machin, le mec qui s'enflamme parce qu'il y a un mec à attaquer alors qu'on est à 15 km. Ça me rappelle l'été chez mes grands-parents. Ouais, d'accord, oui, bah je suis d'accord. Et parce du que coup, même si je saurais pas t'en citer un, juste d'avoir ça. Non, ouais, je suis d'accord. Je suis dans un mood particulier et j'adore. Alors qu'il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu vois ça, tu te fais chier devant le truc. Et je peux comprendre parce que. Toi, t'es un garçon, moi je suis une fille, j'ai 29 ans et on me dit, mais qu'est-ce que. Ouais, alors tu sais, tu restes 5 heures devant le mec qui pédale, tu vois, t'es en mode, mais t'es barjo, quoi, tu vois. Mais si tu vas par là, on regarde 5 heures un match de Nadal qui tape dans une balle, tu vois. C'est pareil, tu vois, en soi. Oui, en fait, chacun son sport. Ouais, bah oui, bien sûr. Franchement, trouver quelque chose qui vous passionne. C'est pas obligé que ce soit la muscu, le fitness ou quoi. C'est que. Ouais, se tester. Ouais, voilà, c'est tester. Tu peux tester, même à 35 ans, 36 ans, tester 3-4 sports avant de trouver ce qui te plaît, tu vois. La natation, peut-être, ça peut te plaire, tu vois. C'est un sport qui travaille en plus toute la musculature du corps. Donc, c'est franchement, pour la polyarthrite, ça tombe très bien que je parle de la natation, j'y avais pas pensé, mais pour la polyarthrite, c'est le sport le plus conseillé. Ouais, parce que toutes les maladies articulaires, dans l'eau, c'est le mieux. Mais il faut savoir que je suis phobique de l'eau un peu. Je peux faire des grosses crises de panique dans l'eau. Okay. Oui, toi aussi, on a failli te noyer. Enfin, on t'a noyé. Je me suis à moitié noyé. Et sauf qu'ils ont dû plonger pour venir me chercher parce que le maître nageur ne bougeait pas et en fait j'ai été toujours phobique et en fait donc depuis l'eau je peux plus. Mais pour les gens qui ont des problèmes articulaires, la natation est un sport hyper conseillé. Ça détend les articulations, dans l'eau on se sent plus allégé. Donc c'est pour ça que même moi quand on est en vacances, je me mets même toujours dans l'eau, même si je prends un peu sur moi. Mais pour me détendre, ça détend de fou. Donc pour les gens qui, je pense que la natation est un sport qui peut convenir à plein de gens. Après, il y a le complexe aussi de se mettre en maillot de bain, tu vois. Ouais. Donc après, ça c'est un autre complexe. Mais après, il faut apprendre à accepter son corps aussi, tu vois. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu vois cette maladie comme un handicap, toujours, ou comme une force ? Je vais te dire les deux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire ouais, on allait penser que tu allais dire que de la force. Mais il faut être conscient aussi, c'est un peu les deux. Une force parce qu'elle m'a aidé à me surpasser dans ma vie, à me devenir meilleur. Mais c'est toujours un handicap, par exemple dans le sport. Quand j'ai... par exemple, tu vois, t'as déjà vu des stories où j'ai les grippes qui se lâchent. Quand on dit le grip qui se lâche, c'est que mes mains s'ouvrent toutes seules et je ne peux pas contrôler parce que j'ai les mains déformées. J'ai mes problèmes articulaires qui reviennent. Donc les performances sont moins élevées. J'ai une évolution beaucoup plus lente que la moyenne parce que j'ai des traitements et j'ai une maladie. Donc ça reste quand même un handicap sur ça, mais ça a été une force pour me relever mentalement. Ça a été une force dans ma vie de tous les jours. Et aujourd'hui, moi, au quotidien, sans compter ces problèmes-là de physique, quand je parle avec quelqu'un, je me sens normal. Ouais. Je me sens normal. Je me sens pas malade à côté de lui. Je me dis que je suis pareil que lui. Alors qu'au fond, je suis malade. Ouais. Demain, je peux être dans un fauteuil roulant si je prends plus mes traitements, tu vois. Mais donc pour moi, c'est l'alliance des deux. Handicap et force. Dans ton métier de restaurateur, comme on le disait tout à l'heure, tu es beaucoup au contact de la jeune génération. Quels conseils t'aimerais leur donner ? Que ce soit au niveau du travail, au niveau du sport, au niveau de la vie, sans forcément faire le donneur de leçons, mais... Non, parce que je suis jeune encore en bienveillance, Romain. Bienveillance, pas méchant Romain, comme on dit souvent, parce que je suis trop dur avec les gens, mais... Non, je dirais que sois toi-même. Mais je vais pas être le donneur de leçons. Sincèrement, je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours. Après, je suis très dur. Quand j'ai quelque chose à dire, j'ai un gros caractère, je suis entier. J'ai zéro filtre. Pour les gens qui me connaissent, ils savent très bien que j'ai zéro filtre. Mais aujourd'hui, il faut pas faire, comme on disait tout à l'heure par rapport au sport par exemple, pas faire comme tout le monde. C'est pas parce que Micheline, elle a fait 10 ans de sport et qu'elle a un cul d'enfer qu'il faut faire comme elle. Alors que si tu te plais pas dedans. Pour moi, dans la vie, il faut pas se forcer. Faites les choses en vos âmes et conscience. Si tu as envie de faire ça et que ça plaît pas à tout le monde, je sais pas si demain tu as envie de faire un travail et que tu as envie de devenir pâtissier, alors qu'aujourd'hui la mode c'est de devenir trader en ligne ou vendeur Vinted et gagner des millions comme on voit, ou de faire influenceur ou quoi. Il y a tellement de métiers aujourd'hui, il faut vous plaire dans quelque chose qui vous passionne. Pour moi aujourd'hui c'est important. Et surtout pas faire attention au regard des autres. Vous pouvez être malade, maladie invisible ou maladie visible, faites-en une force. Faites comme si vous viviez normalement, sentez-vous bien dans votre corps. Franchement, la vie, elle est tellement belle. Aujourd'hui, la vie, elle est tellement courte, on est entouré par pas mal de gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il y a des maladies, il y a des malheurs. Mais aujourd'hui, voilà, trouvez quelque chose qui vous passionne, un métier qui vous passionne, entourez-vous des gens bons surtout. Ne faites pas plaisir aux autres juste pour être comme tout le monde. Vous fréquentez des gens, voilà. Moi j'ai très peu de gens dans mon entourage. Je le dis, j'ai très peu d'amis dans mon entourage. J'ai énormément de connaissances, parce que quand tu tiens des commerces, t'as énormément de connaissances, mais t'as très peu de vrais amis.
Donc il faut s'entourer des bonnes personnes. Si votre famille est bienveillante, être proche de sa famille. C'est des conseils bateaux, mais aujourd'hui je m'en rends tellement compte où, comme je t'ai dit tout à l'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un avant-après dépression, maladie. C'est que ma vie d'avant, je la revoudrais jamais. Parce que j'étais dans une vie bateau, on va dire, entre guillemets. J'avais mon travail, j'avais ma copine, je me souciais pas, je faisais mon truc, voilà. Qu'aujourd'hui, je vois la vie tellement d'une autre manière, tellement plus grande, où je m'ouvre à tout le monde. Bon, j'étais déjà comme ça avant, mais ce que je veux dire, c'est que les opportunités de vie, tu vois, bon, toi tu le sais un peu plus parce qu'on avait discuté, j'ai cette affaire-là sur Mantes-la-Jolie, j'ouvre une nouvelle affaire sur Saint-Germain-en-Laye bientôt, j'ai investi dans un autre restaurant, donc voilà, je me laisse plus de limites. La vie, elle est tellement courte pour se mettre des barrières ou se dire je vais me cantonner à quelque chose dans un certain truc, et c'est pour ça que beaucoup de gens sont des moutons en fait, sans être méchant. Il y a la nouvelle génération qui sont des moutons, je vais pas faire l'ancien, mais voilà, faites quelque chose qui vous plaît, de pas vous laisser de limites. Moi aujourd'hui je me dis ouais, je vais voyager, je vais investir. Demain j'ai perdu 1000 euros, bah c'est tant pis, j'ai tenté quelque chose, mais au moins ça m'a fait plaisir de le faire. Voilà, je l'ai fait, je serai pas frustré, et je me dis qu'à la fin de ma vie, si ma vie elle doit se terminer, je sais pas, dans 15 ans parce que j'ai eu une rupture d'anévrisme, ou dans 50 ans parce que au final je suis en bonne santé, je suis encore là dans 50 ans, je serai heureux. Parce que voilà, on est entouré par personnes, et en plus on est dans des âges où toi comme moi, où on a nos proches qui vont commencer à partir malheureusement, et donc il faut en profiter un maximum, et de me dire que je vais pas regretter. En fait, j'ai pas envie d'arriver, par exemple, bon, j'aurai pas de retraite entre guillemets, mais d'arriver dans des âges où je vais plus travailler et de me dire merde, j'ai pas fait ça. J'ai pas eu le temps de faire ça, je sais pas, j'ai pas eu le temps de voyager, j'ai pas eu le temps d'investir de l'argent, j'ai pas eu le temps de profiter avec mes amis. Il y a plein de choses. Donc en fait, pour moi, il faut pas se laisser de limites aujourd'hui. Limite raisonnable, je parle, hein. Ne perdez pas tout au casino demain, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je pense que le conseil, c'est de pas se laisser de limites, de profiter, de pas rentrer dans certaines cases, de se dire c'est la case de tout le monde qui est comme ça aujourd'hui, je vais faire pareil qu'eux. Parce que je vais bien me faire voir. Créer sa propre case. Ouais, voilà, faut créer sa propre identité, être soi-même aux yeux de tout le monde, et de pas faire comme tout le monde, tu vois, parce que y a trop de gens comme ça aujourd'hui qui se disent tiens, la mode aujourd'hui c'est TikTok, je vais faire des réels TikTok, je vais faire pareil que tout le monde. C'est un peu du préjugé là qu'on parle par rapport aux réseaux sociaux, mais c'est notre vague actuelle, malheureusement. Notre vague est envahie de réseaux sociaux, et je suis le premier aussi à être dessus, sincèrement, je vais pas mentir, je vais pas faire l'ancien, je suis le premier à des fois scroller pendant 1 heure en rentrant du travail, à regarder tous les réels de tout le monde. Aujourd'hui, faites-vous vous-même, vous avez besoin de personne. Comme j'ai dit, si t'as envie de faire boucher demain alors que c'est plus un métier à la mode, fais-le. Si c'est quelque chose qui te plaît, pourquoi tu le ferais pas? Se faire plaisir à vous-même, en fait, c'est bête, mais pensez à soi d'abord, à ce qu'on veut vraiment, si on veut être heureux ou quoi que ce soit, mais vraiment faire quelque chose pour soi et pas pour le faire aux autres, même pas pour faire plaisir à ses parents. Moi j'ai eu la chance, j'ai été super bien éduqué, on a manqué de rien malgré des petits moyens, parce que mes parents, mon père a été malade donc il a pu travailler quasiment, et ma mère faisait assistante maternelle à la maison, donc très peu de moyens aussi, mais j'ai manqué de rien parce que mes parents m'ont privé de rien. Ils m'ont dit tu feras la vie que tu veux. Moi quand je leur ai dit à 16 ans je veux travailler en restauration alors que j'étais encore à l'école, vas-y fais-le, va gagner ton argent, parce que je voulais me débrouiller moi-même. Déjà je suis parti à 19 ans de chez moi, mais parce qu'ils avaient la valeur du travail, voilà, exactement, avant même de t'imposer d'être avocat, médecin, voilà, exactement. Mais mon père, ça a été pareil. Mon père, il a eu une enfance très difficile avec ses parents, avec qui il était fâché après, et il est monté très tôt sur Paris, parce que mon père est breton de base. Donc il est monté sur Paris, je crois il avait 15-16 ans, et il s'est débrouillé, il a bossé directement et tout. Et en fait mes parents m'ont inculqué ça, de se dire si tu veux quelque chose, tu te démerdes, tu travailles. Même si j'ai manqué de rien, sincèrement mes parents ils m'ont super bien éduqué, et je suis heureux d'avoir les parents que j'ai. Et malheureusement on choisit pas les parents qu'on a, mais moi heureusement que je suis tombé sur les miens, mon père m'a inculqué plein de valeurs aussi, ma mère aussi, elle a été extraordinaire sur ça. Je leur dis pas assez, donc j'espère qu'ils vont écouter, comme ça ils seront contents, parce que je suis quelqu'un qui retient beaucoup mes sentiments, je dis jamais rien, je pleure jamais, je montre jamais mes sentiments, donc voilà, ne pas faire plaisir à ses parents, parce qu'on connaît cette méthode aussi des parents qui disent ouais tu vas devenir médecin, tu vas devenir avocat, parce que c'est les plus grands métiers du monde. Ton gamin il a envie de devenir fleuriste, laisse-le devenir fleuriste, tu vois. Non, c'est clair. Et il sera sûrement plus heureux qu'en étant avocat. Mais clairement. Et moi j'ai eu la chance de ça. Mes parents ils ont dit tu veux devenir pompier, policier, fais ce que tu veux. Travaille, fais ce que tu veux, passe ton permis, tu seras content, tu vois. Et aujourd'hui ils m'ont soutenu quand j'ai été malade. Ça a été très dur parce que j'ai été très très dur avec eux.
Je pense que ma mère a été marquée, on avait rediscuté il y a pas longtemps, marquée par cette tentative de suicide aussi, parce qu'elle a vu son fils rentrer dans Ouais, ça mon doit être dur pour appartement. une maman, Ouais, voilà, exactement, j'étais en sang par terre, avec mon chien apeuré à côté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un lien très très proche avec mon chien, il est tout le temps apeuré, le pauvre. En gros, voilà, il faut pas faire plaisir aux autres pour se dire, voilà, j'ai fait plaisir à mes parents, je suis devenu ça, tu vois. Moi, mes parents, ils m'ont laissé vivre comme j'avais voulu. J'ai eu un entourage après, j'ai eu des amis aussi nocifs à une période. Bon, comme tous, je pense, hein, on apprend à faire nos choix, mais faites vos choix aussi sur vos amis. C'est pas parce que lui, c'est le leader de la bande, entre guillemets, quand on est au collège, lui, c'est le leader de la bande, je vais me filer derrière lui, je suis un mouton, tu vois. Et pas se dire aussi, parce qu'il y a beaucoup ça, pas se dire, cette amitié me correspond plus, mais Ouais. comme ça fait 10 ans, je peux pas Bah, couper les ponts. malheureusement, aujourd'hui, tu vois, moi, il y a des gens que j'avais rencontrés, je citerai pas son nom parce que par respect, mais qui m'a apporté énormément. Et malheureusement, aujourd'hui, on se voit plus. Bah, c'est la vie. Malheureusement, je l'ai très très mal pris, sincèrement, j'ai pas trop compris pourquoi. Le pourquoi du comment il est parti de ma vie. J'ai eu du mal à l'accepter. Mais je me suis dit après, Romain, pourquoi tu te fais chier à courir derrière quelqu'un qui veut plus être là, qui te répond C'est plus au message ou qui te répond un message sur 5. Romain, pourquoi tu cours derrière quelqu'un, ça se trouve qu'il veut plus te parler, qui a quelque chose à te reprocher mais qui a pas les couilles de te le dire. Bah tant pis. T'as déjà perdu assez de temps dans ta vie, t'as été malade, t'es resté en arrêt maladie pendant 2 ans, t'as perdu énormément à ce moment-là. Ouais, maintenant je me fais plus chier. Hein. Il y a un mec qui me met pas content, ouais, vas-y, va te faire foutre. Fais ta vie. Moi je m'en fous, j'ai la mienne. Je suis très bien tout seul, je suis très bien avec ma copine, je suis très bien avec mes potes que j'ai autour, je suis très bien avec ma famille. Voilà, basta, fais ta vie, je m'en fous. Non, c'est clair. Donc Tout à fait d'accord. faites vos choix pour vous, par votre conscience vous-même, et pas pour les autres, pour faire plaisir aux autres. Et ça, moi je l'ai compris aussi tard, hein, je veux pas dire. On a tous fait des erreurs au collège, au lycée, de se dire, oh bah je vais côtoyer cette personne-là pour faire comme tout le monde, tu vois. Mais c'est pas possible. Aujourd'hui, sinon tu seras pas heureux, tu seras frustré en plus après. Mais c'est Et clair. t'arriveras à la fin de ta vie où tu te dis, bon au final j'ai été un mouton, j'ai suivi le rythme de la vie, tu vois. Sans être pleinement satisfait, tu vois. Et dernière question. Oui. Quelle est la personne qui t'a le plus marqué dans ta vie? Ouais. Bon, c'est simple, hein, ça va être mon père. Ok. C'est simple, c'est mon père parce que... Par rapport à la maladie, du coup Ouais, ou- par rapport à la maladie, par rapport à tout. Parce que j'ai pris énormément de mon père. Pas physiquement. Merci la calvitie. Je l'ai pas encore. Mais j'ai pris énormément de mon père sur le côté de la maladie. Je me suis énormément inspiré de lui. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a été très traumatisant pour ma mère d'avoir son mari malade, mais son fils aussi. Et voir son fils sombrer au fur et à mesure. C'est très dur, je pense, pour une Puis maman. voir son mari son mari se souffrir dégrader. et son enfant souffrir, Voilà, quoi. exactement. Et en fait, je vois comment mon père se bat depuis plus de 20 ans, tu vois. Et en fait, tu vois l'évolution où il a appris à vivre avec, tu vois. La dégradation de la maladie, l'éducation qu'il nous a inculquée aussi. Ça a été très compliqué à la maison aussi parce que il était très faible pour nous éduquer. Donc ma mère a été beaucoup derrière nous, mais mon père aussi. Il se forçait à être là, tout le temps nous parler, à tout le temps... à essayer de faire au mieux, et ça a été très conflictuel entre ma mère et mon père parce que mon père voulait la même éducation qu'il a eu, donc très strict, et ma mère plus safe, plus cool, tu vois. Mais mon père, voilà, ouais, pour moi c'est un exemple. Mon père, ça a toujours été un exemple dans la maladie. Aujourd'hui, il est de plus en plus malade. On voit son état de santé se dégrader. Donc lui, il a une sclérose en plaques depuis 97. Il a chopé le Covid en 2020. Donc aujourd'hui, maintenant, il a une maladie aux poumons et aux bronches, donc qui s'appelle la BPCO. À cause de tous les traitements qu'il prend, maintenant il a une hépatite au niveau du foie. Et depuis peu, on lui a découvert la polyarthrite rhumatoïde comme moi. Donc ça lui fait 4 maladies où aujourd'hui il a énormément du mal à vivre avec. Parce que la sclérose en plaques ne se soigne pas. C'est l'une des maladies qui est très très vieille mais qui n'a aucun traitement. Il faut savoir ce qui lui a provoqué la sclérose en plaques. On soupçonne que ce soit le vaccin contre l'hépatite B à l'époque. Okay. Donc il y a eu énormément de cas dans les années 90. Donc beaucoup de gens se sont retournés parce que beaucoup de gens ont chopé la sclérose en plaques après le vaccin contre l'hépatite B, mais malheureusement on sait très bien que les laboratoires sont un petit peu protégés, donc ça n'a jamais été avéré. Ça a toujours été un exemple parce que mon père c'est toujours tu vas bien, ça va, alors que je sais qu'au fond il est au fond du trou. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai pris ça de lui, de dire tout le temps franchement ouais ça va, parce qu'en fait je me dis mon père qui est dans un état encore plus pitoyable que moi, s'il se plaint pas, comment moi je peux me plaindre? Tu peux pas te permettre de... Ouais, je comprends. comment je peux me plaindre moi, tu vois? Et là je le vois encore plus descendre. Ces derniers temps je le vois encore plus descendre, et moi le gros problème c'est que comme lui est pareil que moi, on se dit pas les choses. On a énormément du mal à se dire les choses, mais on se comprend sans parler, tu vois. On est très proche sur ça, on se comprend sans parler, et on a de la chance d'avoir une famille assez soudée, donc une petite famille. Parce qu'il faut savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, la maladie fait fuir les gens. Donc mon père,
Il a 7 frères et sœurs, mais il parle à plus personne. Il parle plus à ses parents, la vache. qui aujourd'hui sont décédés, paix à leur âme, mais je les connais pas. Donc, à partir du moment où tu abandonnes ton fils et que tu dis que tu peux pas cautionner une maladie, pour moi, c'est pas des parents. Mais bon. Donc mon père a eu une vie assez difficile dans son enfance, et aujourd'hui, maintenant, avec la vie qu'il a eue. Mais je suis admiratif aussi de ma mère qui a accepté la maladie de mon père. De voir le combat au quotidien de mon père, ça doit pas être facile. Ouais. Ça doit pas être facile. Mais ma mère est plus expressif. Inconsciemment, je suis moins admiratif de ça, Oui, tu vois. C'est pas un déni envers ma mère, elle m'en voudra jamais. Mais de se dire, elle va plus se plaindre facilement. Des Pas fois, non, vous ouais. pouvez être dans un mal-être. Ouais, et on Sauf l'exprime que pas. comme, On a énormément du mal à l'exprimer. Moi, c'est un gros problème, et c'est pour ça que il faut savoir parler aussi des fois. Moi, je le dis, là, je vais prêcher, je vais le dire, mais je le fais pas. Je suis con de pas le faire. Mais il faut parler. Parce qu'en fait, nous, on retient tout. Ça provoque du stress encore en plus, comme on disait tout à l'heure. Le mental tourne encore. Et moi, je pense que c'est pour ça que j'ai eu beaucoup plus de conséquences dans ma maladie. Moi, je pense que le stress a été un élément qui, dans ma polyarthrite, ouais, parce que il y a quelque chose que je viens d'y penser, et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans la polyarthrite, et c'est pour ça que c'est bien qu'on a ce dialogue-là de tout exprimer. Il y a des choses qui me reviennent au fur et à mesure, mais la polyarthrite m'a provoqué, comme j'ai dit, l'anévrisme au cerveau. Mais en décembre 2019, et on sait que ça a été une conséquence de la maladie, j'ai fait un infarctus. La veille du 31 décembre 2019, j'ai fait un infarctus tout seul chez moi. J'ai su que ça allait pas. Je me suis réveillé en pleine nuit, poitrine comprimée, je pensais que j'allais mourir. Réflexe tout bête, peu de gens vont savoir, mais en fait je cherchais de l'air. Donc j'ai mis la tête dans la cuvette des toilettes. Parce qu'il y a toujours de l'air qui circule dans une cuvette de toilette, parce que les tuyaux vont vers l'extérieur, normalement. Parce que pareil, quand il y a un incendie, les fumées sont en haut, l'air va être... Mais c'est un truc de pompier, ça, j'allais Ouais. dire, comment tu sais ça? Ouais. Non, Ok. je me suis pas habitué à mettre la tête dans la cuvette, à kiffer. Mais je me suis dit peut-être que comme il vomissait beaucoup à une époque... Non. tu vois. Bah après, je sais pas si c'était Mais que... oui, Ouais, voilà, c'est ça. une C'est astuce de pompier, quoi. exactement. Tu Ok. sens qu'il y a de l'air qui circule. Et C'est en bon fait, à savoir. et la cuvette est toujours fraîche aussi. Donc ça te rapporte un élément de Oui. fraîcheur au niveau de la tête. Donc j'ai mis la tête dans la cuvette. Je pensais que j'allais crever, hein, sincèrement, de toi à moi. Quand t'es dans ces moments-là, tu te dis putain, que la vie, en fait, elle est tellement rapide. Elle est tellement rapide. Et en fait, j'ai appelé les pompiers. Ils ont compris tout de suite parce que j'avais rêvé pas à parler. Ils ont envoyé le SAMU. Aujourd'hui, je suis là pour en parler. Et t'as pas eu de séquelles, du coup? Non, Ok. j'ai eu énormément de chance. Aujourd'hui, j'en suis reconnaissant, j'ai eu énormément de chance. Mais moi, je pensais que j'allais y passer, tu vois. Il y a ma meilleure amie qui est venue me chercher à l'hôpital. Moi, je pensais que j'allais y rester, tu vois. Et j'ai mis énormément de temps à le dire à mes parents. Parce que voilà, dans ma famille, c'est notre gros problème, on ne dit rien. Mon père qui a été hospitalisé, des fois, il nous disait rien. On l'apprenait que 2-3 jours plus tard. Et là, moi, j'ai rien dit. Et moi, je suis ta mère, tu me dis pas que t'as fait un infarctus, je te pète la gueule. Bah, mes parents ont toujours eu envie de me péter la gueule. Ouais, je comprends. Mais Là, ils tu peuvent vois, pas. j'ai eu un. Je pense que c'est parce que je vieillis. J'ai Ouais. eu un instinct maternel quand tu m'as dit ça. Ouais. Je me suis mise à la place de ta mère Ouais. et j'ai eu envie de te frapper. Ah bah oui, non, mais vraiment, Je te le dis honnêtement. Ah mais tu peux, mais mes parents ils me l'ont dit un milliard de fois. Dis-nous les choses, mais j'arrive pas. En fait, je suis quelqu'un qui protège beaucoup. C'est comme aujourd'hui avec ma copine, je dis Oui, pas c'est tout. de la pudeur et de la protection Ouais, voilà. des autres. Parce aussi. qu'en fait, je lui dis toujours, je dis pas quand je vais pas bien parce que je te protège aussi. Je veux pas tout le temps t'inquiéter, tu vois. Parce que je sais que j'ai un mental supérieur. C'est pas pour me vanter, mais un mental supérieur à certaines personnes et j'ai pas envie de te montrer que ça va pas pour que toi ça te mette dans un down Ouais, je pas comprends. possible, tu vois. Et donc quand que ça j'ai soit pas invivable. pour voilà, toi. exactement. Et l'infarctus, je l'ai dit que le lendemain. Et en plus, pour l'anecdote, tu vois, c'est vraiment le lendemain, on devait faire les courses le matin à 10h avec mon meilleur pote pour faire le 31 décembre. Et on devait se rejoindre à métro. Je lui dis, frérot, je vais être en retard. Alors que j'étais branché de partout, masque à oxygène, électrocardiogramme en cours et tout. C'est fou quand même. Si des- détaché. du Ouais, truc. putain, il me dit, ok, pas de soucis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, mais par contre, il faut que tu viennes me chercher. Il me dit, bah pourquoi ta voiture elle est en panne? Je dis, non, je suis à l'hôpital. Il me dit, mais t'es sérieux en fait? Je lui dis, ouais. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Je dis, non, t'inquiète, tranquille. Tu vois, je suis totalement. C'est fou quand même. Ouais, et j'ai toujours été comme ça. Je lui dis, non, t'inquiète, tranquille, viens juste me chercher. Et bien sûr, ça a mis énormément de temps aux urgences parce que, soir de la veille du 31, effectif réduit, je me tape un médecin stagiaire qui sait pas quoi faire. Parce que malheureusement, sur l'électrocardiogramme, une fois que ton infarctus est passé, tu vois rien. Donc elle voyait plus rien. Donc à la Oui, fin. parce que c'est en direct. Ouais, voilà, exactement. Il y a que l'électrocardiogramme. quand j'étais dans l'urgence, dans le SAMU, qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas à l'électrocardiogramme. Mais quand je suis arrivé à l'hôpital, il y avait plus rien. Donc à la fin, ils me disent, bon, on va vous donner du Doliprane et vous pouvez Ah, sortir. l'infirmière du collège, quoi. Ah ouais, mais... Tiens, prends du sucre. Ah non, mais tu sais quoi, ils m'ont fait une ordonnance qu'au-Doliprane. T'es en mode, mais tu fous de ma gueule, quoi. J'ai failli crever, là, il y a 3 heures. Mais t'avais aucun. Sur ton rythme cardiaque, t'avais rien, même pas Quand- de l'arythmie, rien du tout. Si, quand dans le SAMU, si, c'était pas du tout régulier, ils me revoyaient repartir.
Mais quand je suis arrivé à l'hôpital, et le problème c'est que c'est le trou noir un peu dans le SAMU moi. Je me souviens pas de tout, je sais pas ce qu'ils m'ont fait, j'ai l'impression qu'ils m'ont fait une injection mais je sais pas exactement. Et bien sûr pour avoir parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui dans les urgences t'as pas spécialement le détail de ce qui s'est passé dans le SAMU après, il faut le demander et il faut que ce soit un médecin qui le demande maintenant. Tu ne peux plus toi demander les résultats. Tu peux même pas demander ce qu'on t'a fait quoi. Non, et je sais même pas ce qu'ils m'ont fait tu vois. Aujourd'hui je suis en vie, merci à eux tu vois. Mais quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai repris un peu connaissance, mais ça faisait quoi 20-30 minutes, j'étais sous oxygène à l'hôpital, j'étais dans un couloir, j'étais branché de partout, et la meuf elle dit bah y a plus rien sur l'électrocardiogramme, on va vous laisser au repos, sauf qu'on m'a laissé dans un couloir, tu vois. Tu me laisses dans le couloir pendant 6-7 heures, tu vois. Et au final mes potes sont venus chercher, donc tout le monde chialait, je dis c'est bon je suis en vie, tu vois. Et le soir j'étais en train de faire la fête. Et j'ai rien dit à personne dans la soirée. Et à 10h j'ai failli mourir, maintenant j'ai envie de m'amuser, tu vois. Et je pense que c'est pour ça. Du coup, ça c'était un déclic supplémentaire. Ouais, dans ma vie, ça a été un déclic supplémentaire de me dire il faut profiter, tu vois. C'est fou, et t'as failli pas me le dire. On a 2 heures d'enregistrement. Désolé. On allait clôturer. Désolé, mais en fait, j'ai fermé mon téléphone et ma ligne de conduite, je l'avais plus devant les yeux et je me suis chié un peu. Donc je suis désolé, donc vous l'apprenez à la fin. Donc c'est pour ça que je suis encore plus admiratif de mon père, tu vois. C'est ce truc de progression de la vie où lui, ça se dégrade, où je vois l'admiration de plus en plus que j'ai pour mon père. Ouais, plus ça, c'est triste à dire, mais plus sa maladie grandit, plus on est admiratif. Ton admiration grandit bien sûr. Après, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, bon ça c'est pour la petite anecdote, tu vois, j'ai toujours dit en rigolant quand je faisais mes compètes, je disais ouais je suis le fils de Zeus, un peu. D'où le tatouage. Ouais, d'où le tatouage sur les doigts pour les gens qui me connaissent. Et en fait les gens, quand je leur dis ça, en fait, je dis c'est parce que c'est pour mon père. En quelque sorte, le tatouage sur les doigts de Zeus, c'est pour mon père. Oui, j'aime la mythologie grecque parce que j'ai tous mes bras qui sont faits de la mythologie grecque, mais mon père. Un hommage, ouais, voilà, en fait, mon père, pour moi, c'est comme un dieu, tu vois. Je me dis comment il peut être encore en vie après tout ce qu'il a survécu et comment il peut tenir debout, parce que mon père devrait être en fauteuil à cause de la sclérose en plaques. Mais comme il a dit, comme moi tout à l'heure, c'est que il se refuse de se mettre dans un fauteuil parce qu'il sait que c'est le début de la fin. Donc, il se force à rester debout tous les jours. Comme moi, je sais très bien que si demain je fais rien, c'est le début de la fin, où ma maladie va se dégrader. Okay. Donc je fais du sport. Et bah lui, je me dis, je me tiens debout. Parce que tu vas te mettre dans un fauteuil, les muscles des jambes vont moins fonctionner, il n'arrivera plus à se mettre debout définitivement. Et voilà, exactement. Donc lui, il se refuse. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours dit, ouais, je suis le fils de Zeus, pour dire, bah voilà, mon père, je suis admiratif de lui. Et voilà, pour la petite anecdote. Ok. Bah merci beaucoup, Romain. Merci à toi, Emeline, de m'avoir invité. Avec grand plaisir. J'espère que le parcours de Romain sera aussi inspirant qu'il a été pour moi. Et moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode de l'anecdote du dimanche. Bon dimanche, à bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire. C'est super important pour le référencement et la pérennité du podcast. L'histoire de notre invité du jour a fait écho à la tienne. Tu aimerais qu'un proche au parcours inspirant participe lui aussi ? Écris-moi. Et enfin, pour suivre toute l'actualité du podcast, les coulisses de création ou me proposer de nouveaux invités, rejoins-nous sur Instagram, anecdote-podcast. Et en attendant le prochain épisode, je t'invite à toi aussi prendre le temps de discuter avec tes amis. Passe un bon dimanche.